Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Rudy Koya. Je suis particulièrement heureux de vous le présenter car en plus d'être un sportif atypique, Rudy est quelqu'un que j'admire et m'inspire beaucoup. Car comme moi, c'est un créateur de contenu et c'est un entrepreneur. Je suis allé chez lui pendant une semaine, nous avons pu échanger et nous apporter l'un l'autre. Vous sentirez une certaine complicité dans cet échange et j'espère que cela vous plaira. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Rudy est pratiquant de musculation. Il est le premier à avoir posté des vidéos sur YouTube pour communiquer avec ses élèves. Aujourd'hui, c'est un des coachs les plus renommés en France. Il a créé sa propre salle, il organise des compétitions, il a eu des milliers d'élèves, des millions de vues sur YouTube et il tient à ce jour 2 podcasts. D'ailleurs, nous avons enregistré ensemble un épisode pour son podcast Leadercast qui parle de développement personnel. Je vous le recommande, non pas parce que je suis passé dessus, mais plutôt parce que le podcast est très intéressant. Avant de commencer, sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende car c'est mon souhait le plus profond. Si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à en parler autour de vous, à vous abonner et ensuite à lui mettre des étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour vous proposer des sportifs de plus en plus inspirants. Sachez que rechercher des sportifs me prend souvent plusieurs heures par semaine, donc si vous pouviez prendre 30 petites secondes de votre temps pour me mettre un commentaire, ça m'irait droit au cœur et c'est vraiment ce qui m'aidera le plus à trouver des sportifs. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify ou sur Deezer, n'hésitez pas à le partager sur Instagram. Ça m'encourage beaucoup de savoir quels épisodes vous avez adorés. J'en profite donc pour vous rappeler le compte Instagram extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Rudy Koya. Salut Rudy. Salut Bart. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi, dans ton temple. Ouais, ça fait maintenant 4 jours que nous vivons sous le même toit. Je pense qu'on commence à bien se connaître. C'est vrai, tout à fait, ouais. Tu spoil un petit peu la complicité qu'il peut y avoir dans cet épisode. On est à Annecy, au soleil, face aux montagnes, c'est un gros kiff. Et c'est ton petit refuge maintenant depuis combien de temps? Je suis sur Annecy depuis 2012 et là on se trouve en fait dans la Villa Superphysique qui est un de mes projets et ça fait à peu près ça va faire bientôt 6 mois que je suis dedans. Okay. Donc ça passe assez vite. Ouais, trop cool. Bon, on en reparlera de toute façon au travers de cet épisode parce que c'est un projet qui m'intéresse vu que en plus j'y suis contributeur. Mais comme tu le sais, vu que tu es un des plus grands fans du podcast et que tu l'écoutes très souvent, je commence toujours avec une question traditionnelle. Quel est ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir, c'est d'avoir fait du karaté. Je me souviens qu'avant, j'habitais en région parisienne, c'était à Vaujours, et il y avait un club de karaté. J'en ai fait pendant 3 ans, et je me souviens ils avaient mis un tapis d'IMA, tu sais, comme dans les salles de gym, ouais. Et on faisait des galipettes. Donc je me souviens que au karaté, en fin de séance, on faisait des galipettes. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Donc c'est ça mon tout premier souvenir de sport. Et c'est drôle parce qu'après d'autres souvenirs me reviennent. Après, on s'entraînait à faire des katas et je dois avoir des vidéos chez mes parents. À l'époque, on filmait avec des caméscopes avec cassettes. Ouais. Et je dois avoir des cassettes chez mes parents où je fais des démonstrations de kata dans mon jardin. Donc ça, c'est le deuxième souvenir. Ah ouais, génial. Tu nous les ressors ces cassettes là? Ouais, je dois pouvoir les retrouver chez mes parents, mais comment lire les cassettes aujourd'hui? C'est ça le plus compliqué, je pense. Génial. Tu m'as beaucoup parlé aussi d'athlé. T'en as fait après. Enfin, du coup, t'as fait du karaté jusqu'à quand à peu près? J'ai fait du karaté de 5 à 8 ans. Donc, je crois que c'était une fois par semaine, le week-end. Donc, j'ai pas trop accroché. J'ai eu ma ceinture jaune en 3 ans. Bon, voilà, j'étais pas un foudre de guerre. Ensuite, j'ai fait du tennis. Donc là, j'étais vraiment nul. J'en ai fait une année. J'ai été balle blanche au bout d'1 an. Donc, tu m'as charrié déjà là-dessus. Donc, voilà. J'ai fait du tennis de table. Okay. Ensuite. Pendant 2 ans, là, j'étais un peu plus doué, ça me plaisait beaucoup plus.
Et après, j'ai commencé l'athlétisme, donc j'en ai fait de 9 à 15 ans. Au début, j'étais pas mal doué sur tout ce qui était sprint. J'étais un peu en avance par rapport aux autres enfants. J'étais plus grand, j'étais plus lourd. À 8 ans, je faisais 1m40. Je me souviens pour 40 kilos. Donc j'étais déjà... donc j'avais été champion de la région sur 60 et 120 mètres. Ok. Et donc après, j'ai changé d'entraîneur parce que quand t'as 9-10 ans, en fait, tu es poussin. Ouais. Donc poussin, tu touches un peu à toutes ces activités. On évite l'hyper spécialisation. Et ensuite, je passais Benjamin et je suis tombé sur un entraîneur qui était orienté demi-fond. Ok. Donc quand t'es gamin, c'est le 1000 mètres en fait. Voilà, sur piste c'est le 1000 mètres, et l'hiver c'est les crosses. Et donc là après j'ai fait du demi-fond. Pour ceux que ça intéresse, je me souviens bien des chiffres. Hein. Donc en poussin, aux 60 et 120 mètres, j'avais fait 8 secondes 60 aux 60 mètres et 17,2 aux 120 mètres, qui étaient les distances de sprint. Aux 1000 mètres, je crois qu'en fin Benjamin 2, j'ai dû faire 3,15 au 1000. Ok. Donc j'étais assez bon, je crois que j'avais fait 4e de la région de mémoire. Et après en fait j'ai enchaîné les blessures, j'ai encore changé d'entraîneur. Et là c'était plus un entraîneur de sprint. Sauf que là j'avançais plus. Donc et finalement j'ai eu quelques petites blessures qui ont fait que j'ai arrêté et en même temps j'avais découvert la musculation, ce qui fait que la musculation m'a plus plu, on va dire, que l'athlétisme, où j'arrivais plus vraiment à m'exprimer étant donné les blessures que j'avais. Et donc j'ai arrêté l'athlétisme pour faire de la musculation. Ok, d'accord. Ok. Et c'est donc la transition s'est fait naturellement entre les deux, quoi. Ouais, en fait, j'ai grandi avec l'athlétisme où la mode c'était, les stars en tout cas, étaient assez bodybuildés. Donc sur le sommet c'était Maurice Green, Atto Boldon, Linford Christie, t'avais Bruni Surin, Donovan Bailey, t'avais Obik Velu. T'avais toute une armada de mecs sur la ligne de départ. Tu te disais mais c'est que des mecs qui étaient archi solides quoi. Ouais. Et j'adorais aussi Michael Johnson, qui avait fait le doublé 200-400 à Atlanta avec son fameux 19-32 à Atlanta sur le 200 qui était exceptionnel et son 43-18 au 400 mètres, un record que je ne pensais qu'il serait jamais battu et qui était battu dernièrement au 400 mètres, donc 43-18 à Séville je crois en 1999. Et donc j'ai grandi avec ça. Et donc c'est tout naturellement que il y avait un banc dans le sous-sol chez mes parents. Mon père faisait un petit peu de musculation, et donc un coup j'ai essayé, ça m'a vraiment plu. J'ai commencé un peu avant mes 14 ans. Donc je faisais encore de l'athlétisme en parallèle, mais en fait la musculation a pris l'ascendant parce que quand tu fais de la musculation, au début, quand t'es assez fin, etc., surtout quand t'es adolescent, je faisais 1m78 pour 54 kilos quand j'ai commencé. Ah ouais, donc vraiment pareil. Donc pareil, tu vois, je parlais des sprinters, mais j'adorais aussi Hicham El Guerrouj, Gebrselassie Selassie. Franchement, c'était vraiment le truc que j'adorais, quoi. Kip Keter sur le 800. Et donc c'est pas les mêmes physiques. C'est pas les mêmes physiques, mais j'étais plus typé comme ça vu que je faisais beaucoup de demi-fond. Et ouais, j'ai fait de la muscu en même temps. Et la muscu, quand t'en fais, tu veux grossir, tu vois, t'es maigre, donc tu manges beaucoup, etc. Et ce qui fait que de 14 à 15 ans, j'ai pris 18 kilos. Et là, forcément, j'allais beaucoup moins vite. Là, courir, et puis quand j'avais des petites blessures en même temps, dès que je reprenais, je sentais que j'étais lourd, en fait. Ouais. Même si j'ai grandi en même temps, je sentais tout ce poids en plus que je ne sentais pas précédemment. Tu sais, quand tu passes de 54 kilos à 72 kilos, tu te dis, ça c'est, ouais, si tu cours, là aujourd'hui, si tu cours, tu vas sentir que t'as pris du poids aussi. Ouais. Donc tu sens que t'es beaucoup moins rapide, quoi. Tu sens les chocs. Donc ce qui fait que progressivement, voilà, comme j'étais plus assez assidu avec l'athlétisme et que la musculation, je me voyais pas de limite à l'époque, je me suis vraiment mis à la musculation à fond. Ouais. Ok. Et je vois que t'as un petit peu d'idoles, en tout cas quand t'étais jeune, sur les sprinters ou plutôt sur les coureurs de demi-fond. Est-ce que il y a des personnalités aussi qui t'ont donné envie de te tourner vers la muscu? Non, parce que ouais, en musculation, il n'y avait pas trop de personnalités, de personnes, etc. Il y avait un ensemble de personnes qu'on disait, voilà, les bodybuilders professionnels, qu'on voyait dans les magazines, etc. Mais en fait, chaque mois dans les magazines, donc des magazines qui n'existent plus aujourd'hui, t'avais Le Monde du Muscle, t'avais Flex Magazine, t'avais Muscle and Fitness, Body Fitness, je crois que c'était ces 4-là. J'étais abonné à tous. Et en fait, chaque mois, on te présentait un nouveau champion qui était interviewé. Donc, tu t'inspirais d'une multitude de personnes, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas ce champion qui était différent, etc., comme en athlétisme, où
quand tu vois une course d'alguer rouge, que ce soit le 1500 ou le 5000, tu t'attendais à ce qu'il gagne en fait. Ouais. Tu savais, il y avait 2-3 outsiders, mais c'était lui qu'on voulait entre guillemets voir gagner. Donc t'essayais de faire comme les champions. Et en muscu, t'avais pas trop ce champion incontesté. Ouais. Attends, Arnold Schwarzenegger, c'est quelle période du coup par rapport à ça? C'est lui, il a quand même eu l'Olympia 5 fois de suite, je crois, non? 6 fois, donc il a eu de 70 à 75, et après il a eu une 1980, qui est une victoire un peu contestée. Ouais. Parce qu'il était co-organisateur de l'événement. Donc et puis qui tournait en même temps Pumping Iron 2. Ouais. Donc a servi également de suite à Pumping Iron 1 qui était pendant l'Olympia 1975. Donc Arnold c'était de 1970 à 1975, tu vois. Donc c'est pas ta génération, c'est pas ouais, pas du tout. Ouais, ça m'a inspiré ensuite pour le parcours général de sa vie. Mais en musculation, en fait, moi quand je suis arrivé, lui il était plus là. Il y avait des compétitions qu'il organisait, qui se sont maintenant beaucoup développées, qui sont les Arnold Classic. À l'époque, quand j'ai commencé, l'Arnold Classic, il n'y en avait qu'un seul. Il était à Columbus, dans l'Ohio. Et j'ai été, je crois en 2010, j'avais été voir, justement, on avait fait un voyage avec un copain là-bas. Et maintenant, t'en as, t'as l'Arnold Classic au Brésil, l'Arnold Classic en Espagne. Je sais pas s'il y en a pas bientôt un en Asie ou si ça existe déjà. Ouais, c'est une vraie ligue en fait. Ouais, maintenant il a vraiment développé tout ça. Et maintenant l'Arnold Classic, c'est plus seulement que le bodybuilding, c'est l'intégralité des sports. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'activités sportives qui sont représentées. Donc ça s'est bien développé. Mais ouais, Arnold, j'ai pas spécialement connu. J'ai vu, comme tout passionné de musculation, pratiquement à mes débuts, le film documentaire Pumping Iron. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Bien sûr. Donc j'ai vu ça dès le début. Donc voilà, tu te dis tiens. C'est des physiques qui motivaient, mais il n'y avait pas une idole comme en athlétisme où tu disais là c'est le champion. Je voyais moins ça en musculation, ouais. Ok, d'accord, ouais, c'est marrant. Bon, enfin, en tout cas, juste pour terminer sur Arnold, moi j'avais en regardant ce film, j'avais une image très négative de lui. Tu vois, de l'athlète qui se pose pas trop de questions, qui se la raconte beaucoup aussi. Et quand j'ai lu sa biographie, j'ai vu une autre personne, quoi. J'ai redécouvert un peu le bonhomme et j'ai été un grand fan de sa biographie. Je sais pas si tu l'as lu aussi. Ouais, elle doit être derrière toi ou elle est en haut. Total Recall, elle est tout en haut. Donc je l'ai lu, j'ai moins accroché. Après parce que j'ai d'autres témoignages, tu vois, j'ai lu d'autres autobiographies dans le milieu de la musculation. J'en profite pour faire la pub pour un livre qui s'appelle Monsieur Amérique, qui est un peu la biographie de Mike Menzer, un de ses rivaux à l'époque. Ouais. Et on voit que Arnold n'est pas tout blanc dans pas mal d'histoires en corrélation avec le développement du bodybuilding. Donc après, il a fait ce qu'il fallait pour gagner en fait, tout simplement. Le champion est toujours, tu peux pas plaire à tout le monde, donc le champion est toujours critiqué. Le mec est premier, est-ce qu'il aurait, en plus en bodybuilding, c'est tellement subjectif que c'est pas celui qui soulève le plus lourd, c'est pas celui qui est le plus rapide. C'est celui qui est le plus musclé, le plus sec, qui a la meilleure ligne, qui est le plus beau, quoi. C'est un peu un concours de beauté, donc c'est difficile, mais son autobiographie est une autobiographie à lire, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, tu parles un petit peu des compétitions de bodybuilding. Toi, il me semble que tu en as fait au début des années 2000, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai commencé d'abord par la force. En fait, j'étais comme tout débutant de musculation, j'ai abusé du développé couché. Donc rapidement, je suis devenu assez fort là-dessus, car rapidement, en 2 ans, j'ai passé 100 kilos de développé couché avant mes 16 ans. Ah ouais. Et donc en regardant un peu sur le net, etc., il n'y avait pas beaucoup d'informations à l'époque. J'avais vu que j'avais le minima France pour faire le championnat de France, c'est-à-dire le minima pour aller me qualifier au championnat de France. Et donc à 16 ans, parce qu'aucune salle ne prenait de personnes en toute 16 ans à l'époque, j'ai été dans une salle à côté de chez moi qui faisait de la force athlétique, des compétitions également de développé couché, et j'ai dit je viens, car mon père a parlé pour moi parce que j'étais timide, il vient pour faire des compétitions, et donc en 2004 j'ai fait une saison, j'ai fait une saison de développé couché, et j'ai fait le record de France cadet qui a pas été homologué parce qu'il n'était pas réalisé à un championnat de France, et on peut battre le record de France qu'au championnat de France ou en compétition internationale, donc j'avais fait 110 juste avant mes 16 ans, à la claque, donc en moins de 82,5 pour ceux que ça intéresse. L'année d'après, j'avais pas de championnat de France cette année-là parce que... T'as 16 ans, tu faisais 82 kilos déjà? Ouais, mon évolution en termes de poids, c'est de mémoire. Hein. Donc 14 ans, 58 kilos, 54 kilos, 72 kilos donc à 15, et ensuite j'ai repris encore 8 ou 9 kilos, je faisais 81 kilos, tu vois, à 16 ans. Ok. Donc je faisais ça à peu près. C'est une progression fulgurante, quoi.
Ouais, mais après, comme j'étais très grand, j'ai beaucoup grandi en même temps. Je suis passé de 1m78 à 1m87, puis à 1m91, puis à 1m94, 95. Donc, puis en même temps, c'est les meilleures années. C'est tu manges. Et puis moi, je m'entraînais. Ouais. Donc, tu gonfles à vue d'œil, même si je faisais encore assez faim. Mais donc, je reviens sur le parcours. Donc ouais, donc première année, je fais pas le championnat de France. J'y vais pas parce qu'en fait, je suis tout seul et que je suis pas très motivé à y aller en fait. Deuxième année, je change de catégorie, je monte en moins de 90 kilos. Donc c'est là, voilà, troisième année de muscu. Et là, je me mets en même temps à la force athlétique, donc qui comprend également le squat et le soulevé de terre, parce qu'ils enlèvent le matériel, c'est-à-dire des combinaisons qu'on mettait auparavant pour faire du développé couché, du squat et du soulevé de terre, qui rajoutaient vraiment énormément de kilos sur les barres, mais qui coûtaient cher et qu'il fallait maîtriser. Donc ça coûtait à peu près 200 € la combinaison. Donc il t'en fallait une pour le soulevé de terre que tu remettais normalement pour le squat, et une pour le développé couché, qui était un peu une camisole de force, mais qui te permet d'ajouter 20-30 kilos sur ta barre. Et en plus, il y avait des bandes de genoux pour le squat aussi. C'était un truc un peu horrible. Vraiment, il fallait les serrer le plus possible. Hein. Donc tu avais un peu des concours du meilleur metteur de bandes, quoi. Tout le monde se battait pour les meilleurs metteurs de bandes. C'est incroyable. Ouais, et donc en junior, ils ont enlevé ça en 2005. Donc je me suis dit, moi je fais une saison, voilà, sans matériel, ça me plaît. Et donc là, j'avais fini champion de France de force athlétique et champion de France de développé couché. Donc en squat au soulevé de terre, j'étais pas si fort que ça. Et il y avait pas beaucoup d'adversaires, hein. Donc c'est pas comme maintenant où il y a vraiment un niveau exceptionnel. Par contre, au développé couché, j'étais assez fort parce que à 17 ans, donc j'ai fait 130. Ouais, j'avais fait 130 à la claque en moins de 90. Donc plutôt bien. Et après seulement, je me suis essayé, comme tu me demandais, aux compétitions de culturisme, parce qu'en fait, voilà, j'ai commencé la muscu avec l'objectif de prendre du muscle. Moi, je voyais les champions dans les magazines, ils faisaient des pauses, etc. Voilà, j'avais fait de la force parce que j'étais plutôt doué, mais c'était pas mon truc de base. Et après, je me dis, voilà, je suis encore junior, je pense qu'il doit pas y avoir de dopage trop chez les juniors. Je vais faire des compétitions à côté de chez moi. Il y avait une fédération qui avait son siège social, genre à 15 minutes en voiture. Et donc, je vais voir le type et je dis, voilà, j'aimerais faire nanana. Et tu vois, on était 4 en junior, quoi, sur cette saison-là. Et donc, j'ai fait une saison avec 3 compétitions. C'était la fédération, c'est l'AFC-PAS. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était 2007. Donc 2007. Okay. Et donc, ouais, je fais une saison pour voir un peu comment c'est, etc. Et sur le coup, t'as envie d'en refaire. Puis après, quand t'analyses à froid, tu te dis, putain, t'avais beaucoup d'efforts, tu te coupes de beaucoup de choses, vraiment. Et puis, finalement, j'ai pas refait. Et puis, de toute façon, après, je passais senior. Et senior, là, les types, les meilleurs étaient dopés et tout. Et moi, comme mon créneau, entre guillemets, mon truc, c'est la musculation sans dopage, prendre soin de sa santé avant tout, etc. Ça collait pas du tout avec mes valeurs. Donc, j'ai pas continué par la suite. Mais c'était une bonne expérience, en tout cas. Ouais. De voir ce que c'est qu'un régime difficile, vraiment se restreindre, être fatigué à longueur de journée, ne pas arriver à dormir parce que, justement, t'as pas assez de calories. Tu dors pas, en fait, et t'es quand même fatigué et... Ouais, c'était une bonne expérience. Il y a d'autres effets un petit peu comme ça, avant qu'on parle un petit peu de la musculation sans dopage et du dopage. Tu peux, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui font des sports un peu d'endurance, donc qui connaissent pas forcément ce domaine-là, mais comment ça se prépare une compétition de culturisme, dans les grandes lignes, hein, et effectivement, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus en détail sur cette période, comment dire, fatigante et fatidique, qui est la sèche, hein, tout simplement. Vous essayez de perdre le maximum d'eau, le maximum de graisse, les semaines avant la pause, quoi. Ouais, c'est ça. Une compétition de culturisme, en fait, c'est évalué, c'est assez simple, hein. On est sur scène, il y a plusieurs épreuves, mais en gros, j'appelle pour ces épreuves, c'est on est comparé aux autres participants de la même catégorie. Ensuite, on va avoir un posing libre qui va durer, je sais plus, à l'époque, on devait avoir 1 minute 30 ou 2 minutes, où tu choisis ta musique en amont et puis tu prépares un petit posing un peu artistique. Voilà. Et après, t'as des comparaisons. Voilà. Okay. Et en général, c'est divisé en deux. T'as le matin et t'as le soir. Ouais. Voilà. Donc en fait, ça se prépare. Tu t'entraînes, on va dire comme d'habitude, pour prendre du muscle. Donc tu fais ce qu'on appelle une prise de masse, ce que font la majorité des pratiquants quand ils débutent et qui font d'ailleurs jamais de régime, quoi. On n'est pas obligé de faire une sèche. Et ensuite, à un moment, il faut sécher parce que sur scène, il faut être musclé et puis il faut qu'on voit tes muscles. Ouais. Il faut que les veines soient apparentes, limite que tu aies des stries. À haut niveau, tu vois, à mon époque, chez les professionnels, c'était la mode des fessiers striés.
Donc les mecs s'entraînaient pour avoir les fessiers striés. Si t'avais pas les fessiers striés, tu perdais des points sur scène. Donc moi, comme c'était amateur et junior, il y avait pas ce truc-là. Striés, c'est les fibres musculaires. En voilà, fait. qui sont apparentes. Ouais. Okay. Donc on disait, le mec se met de dos, putain, il a pas le dos sec, il a pas les fessiers striés, on voit mal ses ischios, il perdait des points. Et donc voilà. Et donc après. Tu fais pour avoir les fessiers striés, du coup. Faut que tu sois super sec et que t'aies des fessiers vraiment très très développés, quoi. Ouais. Faut vraiment ultra sec, parce que même un triathlète, tu vois, les triathlètes, ils ont entre 5 et 8% de matière grasse généralement. Tu vois pas leur stries sur les fesses, quoi. Non, mais après c'est le muscle. Pas des gros muscles. Voilà, ouais, c'est ça en fait qui est. Après l'aspect de la sèche, c'est une certaine quantité de muscle avec un faible taux de gras. Si t'as pas trop le muscle, s'il est pas très développé, tu peux être aussi sec que tu veux. C'est rare que t'aies des stries. Ouais. Donc après, suivant comment t'es gras ou pas, tu te dis voilà, faut que je sèche pour les compétitions. Donc moi, il y avait 3 compétitions. Je crois que c'était une en mars, une en avril, une en mai. Donc la première, fallait pas arriver super sec. Fallait quand même être sec, hein. C'est la première, donc tu veux y aller. Et donc, en fait, tu passes par une modification de ton alimentation. Ton entraînement change pas vraiment. Tu rajoutes un peu d'activité cardiovasculaire. Voilà, tu vas marcher un peu, tu fais un peu de vélo tranquille, etc. Pas trop intense. Et puis, tu diminues ta consommation de glucides, surtout. Tu gardes tes protéines, tes lipides essentiels, etc. Puis tu diminues progressivement tes glucides. Puis chaque semaine, tu adaptes en fonction de comment ça se passe, si tu sèches bien, si tu vois que ça stagne un peu, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange pas un peu plus, ou est-ce que plutôt on va diminuer? Et donc à la fin, tu deviens un peu fou avec ce truc-là, parce que j'avais fait donc la demi-finale et je finis deuxième, et je dis pourquoi je finis deuxième? Je me trouvais plus sec que le premier. Et il me dit parce que t'es pas encore assez sec. Le mec était plus balèze, mais moins sec. Et il me dit faut que tu sois plus sec. Et donc là, quand t'es comme ça une semaine, là t'y vas à fond. Et ça représente, c'est simple, ma dernière semaine, pour être plus sec, je mangeais poulet toute la journée avec tomates concombre en fait. En fait voilà, c'était 4-5 repas comme ça. Ouais. Il y avait rien d'autre en fait. Donc t'étais à 1000 calories, je sais pas, un truc du style. Donc là, tu comprends que tu es vraiment à mort, quoi. Tu as vraiment plus d'énergie, il faut tenir. Donc il y a un effort physique, mais il y a aussi un effort, je sais pas si on peut dire effort, mais psychologique. Il faut vraiment que tu sois motivé, parce que sinon, pour aujourd'hui, tu vois, avoir coaché plusieurs milliers de personnes, je peux te dire qu'il y a très très peu de personnes qui peuvent survivre, entre guillemets, à ça, qui peuvent le faire, parce que si t'as un travail, tu dois te lever tôt le matin, t'as des transports, etc. Tout n'est pas orienté vers ta sèche. T'arriveras pas à être super sec, en fait. C'est intenable. Ouais, tu peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien faire. Mes journées à l'époque, donc c'était 2007, donc ça faisait 1 an que j'avais ouvert ma première entreprise, entre guillemets. Donc j'avais pas encore beaucoup d'élèves. Donc ce qui fait que le matin, je me levais, fatigué. Je faisais mes élèves, et puis j'allais à la salle qui ouvrait à 10h. Je m'entraînais, et je rentrais, je mangeais mon poulet, mes concombres, que j'avais déjà mangé le matin aussi. Et après, tu dors, en fait. T'es amorphe toute la journée. T'as froid, y a plus rien qui tourne normalement, en fait. Ouais. Et puis après, tu essaies de retravailler un petit peu, voilà. Mais voilà, j'ai pu le faire parce que c'était une période où je travaillais pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est infaisable. Ouais. C'est infaisable. Et en plus, ça ajoute beaucoup sur tes nerfs, c'est pas le mot non plus, mais t'es énervé tout le temps. Ouais. Si quelqu'un, je me souviens à l'époque, ma copine de l'époque, un coup, elle m'avait piqué un bout de poulet dans mon assiette. Tu deviens fou. Tu deviens complètement dingue. Tu dis, mais attends, et vraiment, tu t'énerves, comme un dingue. Ouais, donc c'est un peu d'un côté, tu perds complètement toute ta force, donc ça casse un peu le mythe du bodybuilder qui est hyper costaud. Bien sûr, tu perds de la force, t'es plus sensible aux blessures. Donc faut que tu fasses gaffe à l'entraînement, etc. C'est pour ça que beaucoup de mecs s'entraînent vraiment plus léger en période de restriction calorique. Ouais. Et puis il y a tous les inconvénients à côté. Tu peux pas du tout sortir. Il y a pas de resto, il y a pas de vie sociale. Il y a absolument rien. T'es coupé du monde. Hein. Donc c'est de l'apparence à l'état pur en fait. Ouais. T'as des mecs chez les pros qui ont déjà fait des crises de tétanie sur scène, qui finissaient à l'hosto, donc en plus des produits dopants, etc., qui finissaient à l'hosto au lieu d'être sur scène, complètement déshydraté. Ouais, putain. Ah non, tu finis vraiment, t'es rincé, quoi. C'est vraiment. Et même le jour de la compète, c'est le jour où t'es le plus crevé finalement. Parce que oui, t'es rincé. Ah oui, tu vois les mecs qui ont le sourire et tout, mais en fait derrière ils sont ils ont pas le sourire, t'es mort. Une ambiance de compétition de bodybuilding, tout le monde est crevé, tu sais, tout le monde se regarde et tout le monde a les yeux à moitié fermés, tout le monde est crevé. Et après, il y a ce truc où tu manges à fond, quoi. Tout le monde mange à fond, etc. Et là, tu retrouves un petit peu le sourire parce que justement, là, tu sens vraiment les sacrifices du régime. Tu sens vraiment la restriction, les frustrations.
Là, c'est pas ah tiens, j'ai envie de manger un morceau de chocolat. Non, il y a pas de morceau de chocolat en fait. Tu le manges pas. Donc à chaque fois, t'es frustré de tout. Ouais. Et ça dure combien de temps cette période-là? Bah suivant comment. Moi, ça va durer à peu près 4 mois. Je crois qu'on peut retrouver ça sur mon site superphysique.org. Il y a un parti diététique. J'avais détaillé chaque semaine ce qui se passait, etc. Et un coup, justement, durant la sèche entre guillemets, j'avais craqué. Vraiment, une journée, j'avais mangé mais comme un malade, quoi. Vraiment, et ça m'avait fait reprendre 5 kilos, tu vois. Ah ouais, ah ouais. 5, j'avais mangé vraiment beaucoup. Mais et tout ce qui me passait, etc. J'avais dévalisé le supermarché. Mais ouais, non, franchement, c'est... Ah, tu deviens un peu dingue, quoi. Ah, tu deviens complètement dingue. C'est pour ça que c'est pas un truc très sain de faire une sèche. C'est une expérience à faire pour un pratiquant de musculation vraiment passionné. Je pense que c'est un truc par lequel il faut passer. Mais après, faire ça chaque année, à fond, etc. Ouais, je pense que là, il y a d'autres choses plus constructives à faire que se mettre en danger comme ça chaque année. Ouais. Et du coup, bah là, tu commences tu commences en catégorie senior. Là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mecs qui se dopent. Voilà, donc j'y vais même pas. T'y vas même pas. Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait autant de dopage et comment est-ce que parce que c'est un petit milieu un peu fermé, mais tu vois, je pense que le citoyen lambda, il saurait pas dire si un mec est dopé en face, quoi. Ouais, bah en fait c'est très simple. J'ai commencé la musculation, on était en 2001. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, et donc c'était un peu la mode des forums internet. Donc les forums internet, t'avais Smart Weight Training, t'avais Power Attitude, t'avais voilà 2 forums, et progressivement d'autres se sont ouverts, et dont certains spécialisés un petit peu sur les anabolisants, les produits dopants, etc. Et sur ces forums-là, en fait, des mecs lambda venaient sur le forum poser des questions, et d'autres répondaient ouais, tu devrais faire comme ça, tu devrais prendre tel produit, tiens, tu peux les commander là, etc. Et donc, des forums qui n'existent plus aujourd'hui, et ce serait pas possible aujourd'hui. Mais à l'époque, tu vois, c'était peut-être 2003, 2004, 2005. J'en ai vu des centaines et des centaines prendre des produits dopants. J'ai vu les effets sur les mecs. Personne s'en cachait en fait. Ouais. Ça, c'était tout le monde avait des pseudos en plus. Toi, c'est pas comme maintenant avec les réseaux sociaux, t'as ton nom, prénom. Tout le monde avait un pseudo et puis faisait ses trucs en fait. C'est tiens, j'ai acheté ça, ça marche bien. Et du coup, c'est quoi les produits? On peut citer des noms, ouais. Les mecs en général, ce qui était à la mode, c'était le Dianabol. Ok. Donc quoi, ça Arnold était hyper connu pour s'en enfiler plein quoi. C'est quoi, c'est des stéroïdes, ça? Ouais, c'est tout des dérivés de testostérone en fait. Ok. Donc Dianabol c'est de l'oral, donc ils prennent ça en cacheton, ce qui est en théorie beaucoup moins bien que en injectable parce que ça passe par le foie. Donc c'est pour ça que des fois les mecs ont le foie complètement explosé. Ouais, il y a des témoignages qu'on voit sur internet. Voilà, donc le Dianabol, voilà, tout ce qui est oraux normalement c'est pire, c'est le pire du pire, mais bon les mecs ça leur fait moins peur que de se piquer. Ouais. Ce qui est compréhensible. Donc tu vois, c'était Dianabol, les mecs prenaient du Winstrol, pareil, un dérivé. Pour sécher, ils prenaient tous du clenbuterol. Donc il y avait des mecs même dans ma salle en fait où je m'entraînais qui s'en cachaient pas et qui disaient, il y avait un mec qui s'était gouré de doses, je me souviens, il s'appelait Dom. Donc et le mec il avait pris 10 fois la dose, il est fini aux urgences en fait le gars. Direct, tachycardie de malade. Le mec se calmait pas en fait. Et à la base, c'était un truc qui était fait pour les chevaux, tu vois. Donc ouais, c'était plein de produits. Après, t'avais des mecs encore plus fous qui allaient directement prendre de l'hormone de croissance, de l'insuline, des hormones thyroïdiennes. T'as des mecs qui sont connus entre guillemets, je sais pas si c'est des rumeurs, mais comme Dorian Yates, qui a été Monsieur Olympia de 80, je crois que c'est 92 à 97, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est 92 à 97. Ouais, c'est une des autres légendes qui prenait du DNP, un insecticide en fait. Et c'est un truc qui te fait sécher mais à vitesse grand V. Et t'en as plein qui sont morts avec ça. Et lui n'est pas mort. Ouais. Et lui, il avait un look sur scène, on voit un peu graniteux, tu vois. Et donc ouais, non. Donc à l'époque, 2003, 2004, 2005, même 2006, si un mec était dopé, il le disait en fait. Il y avait pas de tabou. C'était pas comme maintenant où les mecs n'osent pas le dire, etc. On savait. Même des mecs venaient sur des forums qui étaient soi-disant pour les pratiquants naturels, et les mecs disaient bah non, même ils mettaient ses photos, ils disaient voilà, je prends ça, ça, ça en fait. Ouais. Donc rapidement, tu vois, 2003, j'avais 16 ans, bah, j'ai vu en fait les mecs qui prenaient des produits. Et même dans les magazines de l'époque, dans les bouquins que j'ai derrière moi là, t'avais des témoignages en fait, des types des années 90 qui disaient bah voilà, moi je prends ça, je fais ci, nanana. Il y avait pas tout ce tabou qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Donc tu le savais que les mecs prenaient des trucs. Il y avait pas de mensonges. Alors après, il y avait quand même quelques petits mensonges, des mecs qui disaient non, je prends rien, etc. parce qu'ils faisaient des compétitions à très haut niveau et que le dopage est interdit en compétition. Mais tu le savais que bon, voilà, le mec prenait parce que tous les autres d'avant prenaient déjà. Donc ouais, j'ai rapidement su que les mecs prenaient des trucs. Ok, ouais. Et c'est quoi un peu les effets secondaires de tous ces produits
Bah, en fait, je vais simplifier. Mais en gros, c'est des produits qui démultiplient un peu tout ce que tu fais. Imaginons, tu fais un effort en musculation. Là, on parle de stéroïdes. Hein. Donc, tu fais une série de 10 à 100 kilos, voilà. On s'en fout de l'exercice. Ton corps va se détruire un petit peu et puis se renforcer pour la séance d'après. Voilà, normalement. Si tu prends des anabolisants, ben en fait, ton 10 fois 100 va détruire beaucoup plus et tu vas reconstruire beaucoup plus derrière. Et tu as cette capacité de reconstruire plus que naturellement, tu n'aurais pas en fait. Donc ça décuple tous tes résultats. Donc tu es beaucoup plus fort. Toi, dans mon livre Le guide de la musculation naturelle, il y a un youtubeur célèbre qui témoigne et qui dit qu'en 6 semaines, grâce au produit, il est passé de 5 répétitions à 120 kg de développé couché à 15 à 130. Ce qui est un niveau exceptionnel. Hein. Pour un pratiquant naturel qui fait 15 à 130, il y en a très très peu. Voilà, ça n'existe presque pas. Et donc en 6 semaines. Après les effets secondaires, bah voilà, comme ça démultiplie tout, il suffit que tu aies une cellule cancéreuse qui traîne, et on en a tous au bout d'un moment. Hein. Surtout maintenant avec tout ce qui est contaminé, la pollution, les aliments, on sait même plus quoi manger, donc tu vois où on en est. Mais en fait, une cellule cancéreuse qui passe, allez, on la multiplie. Chez les culturistes professionnels, c'était très courant que les mecs aient des reins complètement foutus. Il y en a même qui dormaient sous dialyse. Donc les mecs avaient des machines chez eux, ils n'avaient plus aucun rein qui fonctionnait. On leur mettait de dialyse toute la nuit. Donc les mecs continuaient. Après, les mecs prenaient aussi beaucoup d'antidouleurs. Hein. Ouais. Parce que les mecs voulaient forcer, mettre toujours lourd, etc. Mais voilà, ça démultiplie tout. Donc si t'as une galère, c'est vraiment la galère, quoi. Là, c'est vraiment... Ouais. Et puis, parce que du coup, t'as les effets pendant longtemps, c'est ça? Tu gardes un peu le... Bah, en fait, j'ai tendance à dire, et j'ai des articles comme ça, mais doper un jour, doper toujours. On a l'exemple en athlétisme qui a fait débat de Justin Gatlin, de Dwayne Chambers, par exemple, qui les mecs se sont dopés, ont été suspendus, et quand ils sont revenus, ils étaient au même niveau, voire meilleur encore. Dans le sens où plus tu vas te doper longtemps, plus il y a un reste. En fait, chaque chose que tu fais te modifie. Donc, je peux simplifier encore, mais par exemple, si on dit que tu prends l'hormone de croissance, etc., de l'IGF-1, tout ça, et que ça augmente ton nombre de fibres musculaires, de l'hyperplasie entre guillemets, quand t'arrêtes, elles vont pas mourir. Elles sont là, ces nouvelles fibres, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc en fait, t'as un avantage en termes de musculation, mais après, je suis pas assez expert non plus pour tout savoir, mais ouais, en fait, si le mec s'est dopé pendant 10 ans, il a des traces à vie. Si c'est dopé une fois pendant 6 semaines, il y a pratiquement aucune trace, tu vois. Mais ouais, je vois avec le type qu'on a interviewé dans mon bouquin, tu vois, il est redescendu rapidement à 6-8 répétitions à 120 kilos, donc il est presque retourné à son niveau. Donc voilà, il a pas vraiment conservé. Ok, ouais, parce que moi c'était un petit peu ça si tu veux, j'ai un peu fait mes recherches sur le sujet, et ce que j'avais vu, c'est que généralement t'avais une phase de dépression après. Ah oui? Parce qu'en fait t'es super puissant le temps de ta cure, on va dire, entre guillemets. Et dès que t'arrêtes, en fait, tu te sens faible, tu te sens un sous-homme, quoi. Et... j'ai des mecs comme ça, donc dans ma première salle où je m'entraînais, je me souviens, le type s'appelait Xavier, et le mec prenait des produits toute l'année, et justement, j'avais dit, comme c'est que t'arrêtes pas, normalement, faut faire des cures, nanana. Et le mec m'a dit, mais non, mais il dit, quand j'arrête, il me dit, j'ai des courbatures, il me dit, je me sens humain, il dit, je peux pas. Il dit, si j'arrête, je sens que ça va pas, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, c'est le piège. C'est que, psychologiquement, c'est très, très dur de passer de surhomme à homme normal, entre guillemets. Tu vois, d'un coup, tu prends tout est démultiplié, t'es jamais fatigué, t'as de l'énergie à revendre. Tu vois, j'ai même des témoignages pour ceux que ça intéresse sur ma chaîne YouTube. Tu vois, les mecs disent naturellement, tu fais 3 exercices pour les pectoraux, t'es rincé, voilà, tu peux plus bouger. Tu prends les produits, t'en fais 7 ou 8. Puis t'arrêtes les produits, les 7 ou 8 passent plus. C'est la dépression. Le mec se voit perdre tout de suite. Même si les mecs vont dire, voilà, il y a plein de trucs à faire pour pas perdre, etc. La vérité, c'est que tu perds, voilà. C'est tout. Peu importe ce que tu fais. Après, t'as des mecs plus ou moins doués. Comme toujours, mais ouais, il y a une dépression de fou. C'est pour ça que les mecs commencent. C'est pas comme la cocaïne, mais presque, hein, tu vois, c'est une drogue, hein, tout ça. Ah, mais je pense que c'est même plus addictif que la cocaïne. Parce que là, d'un coup, t'es un surhomme. Tu es vraiment, tu es Superman, tu es Sangoku. Ouais. T'es là et tu dis, rien ne m'arrête. Jusqu'à temps que, y ait le problème. Ouais. Qui arrive forcément. Déjà, rien qu'en mangeant, moyennement, on voit bien, même en mangeant bien, les problèmes arrivent pratiquement pour tout le monde. Donc quand tu joues avec le feu, c'est comme si un mec qui serait toujours en excès de vitesse en bagnole, il dit j'ai pas de souci. Ouais, t'as pas de souci, mais à un moment tu vas bien avoir un accident. Ouais. Voilà. Bon là tu joues avec ta chance. Donc quelle est ta chance? Ça on le sait pas au départ. Ok. Donc, en tout cas hyper intéressant de parler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut
c'est difficile un petit peu de trouver des informations aujourd'hui parce qu'effectivement il y en a très très peu qui parlent. Ouais, mais il y en a beaucoup moins. Bah, tu vois, j'ai des bouquins comme les Muscle Mag ou Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, c'est des bouquins des années 80. Dedans, les mecs parlaient, voilà, donc c'était facile. Et puis les forums ont coulé. Aujourd'hui, il y a un vrai tabou dessus, en fait. Il y a un vrai tabou parce qu'on sait que ça change tout. On sait, tu vois, t'as des études qui montrent que sur 6 semaines, donc sur une courte période, évidemment, le mec qui s'entraîne, il compare des personnes, hein, ils font 2 groupes, un groupe qui s'entraîne naturellement, un groupe qui s'entraîne pas, qui prend des anabolisants. Le groupe qui prend des anabolisants prend plus de muscles que le groupe qui s'entraîne sur 6 semaines. Donc tu te dis, bon. Bon, après, sur le moyen long terme, évidemment que non. Faut quand même s'entraîner, entre guillemets. Mais ouais, ça change absolument tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'informations maintenant qu'il y en avait à une époque. Je me souviens également de sites américains, Mesomorphosis, je sais pas si ça existe encore, où tu avais des articles par des spécialistes en pharmacologie. Putain, les mecs, ils mettaient des tartines, donc t'arrivais à te renseigner, à comprendre un peu plus, etc. Et les mecs, on arrivait tous à la même conclusion en plus. C'est que personne ne peut prédire les effets exacts que la personne va avoir. Donc c'est vraiment, tu lances les dés et tu vois ce qui se passe. T'en as dont on n'entend jamais parler, ils meurent vite. Ils ont vite des problèmes, voilà, ça va pas. Et t'entends parler de ceux chez qui tout va bien. C'est à ça qu'on reconnaît un champion, de toute façon. C'est, j'exagère, mais en bodybuilding, voilà, on va dire en bodybuilding, un champion de bodybuilding, c'est un type qui prend des produits dopants, des anabolisants, des hormones, etc., et qui n'a que les effets positifs. Ouais. Sauf que maintenant, on voit avec le recul qu'il y en a très très peu qui dépassent les 50 ans, les 60 ans, c'est encore plus rare, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais on voit bien de toute façon, tous les effets du dopage, tu le vois à 50 ans, tu vois, sur les grands champions qu'on soupçonne de dopage aujourd'hui. Faut attendre qu'ils aient 50, 60 ans et on saura tout de suite. Il y a cette histoire sur les vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby, en Afrique du Sud. Oui, j'avais vu les photos. Ouais, tu vois, il y en a énormément qui sont décédés aujourd'hui et qui ont pas passé la barre des 40 ans, quoi. Et bon, bah, c'était une super équipe, elle a fait rêver, politiquement c'était beau, il y a eu un beau film dessus. Mais en fait, quand tu regardes dans la réalité des faits, je crois que là il y a la moitié de l'équipe qui a joué la finale qui est décédée, quoi, tu vois. Et donc ouais, mais ça m'étonne pas parce que après le sport, il y a tellement d'enjeux financiers derrière que, mais en fait, tu vois, on regardait un documentaire juste avant, on regardait au cœur d'athlète, je crois, c'était ça le titre, sur YouTube. Et en fait, tu voyais bien, dès que t'es sportif de haut niveau, que tu gagnes, etc., ça change carrément ta vie. Ça t'élève socialement, tout est différent. Donc après, je comprends que le type qui est doué ou qui peut complètement changer de vie se dise, bon, est-ce que j'y vais pas, tout en se racontant une histoire comme quoi c'est pas si dangereux, ça va aller, etc. Il en sait rien. Dans la plupart des cas, ça finit pas bien. Mais donc oui, ça m'étonne pas en fait. Et pour revenir un petit peu sur toi, comme je te connais un peu, je sais que t'es un grand passionné, que t'aimes bien t'informer, que t'aimes beaucoup lire. T'as eu toute cette information là sur les produits, sur le dopage. Qu'est-ce qui fait que t'as jamais, t'es jamais passé du côté, on va dire, obscur, désolé pour ce terme-là, mais tu vois. Bah, il y a la force des Jedi et il y a le côté obscur, les dark. Ça, on est assez d'accord là-dessus. Non, mais tu vois, surtout que là, tu vois, je te vois aujourd'hui, t'as quand même une génétique qui est assez favorisante pour ce sport-là. T'aurais pu, je pense, si t'avais, tu le dis, on sait pas les effets des produits, mais si les choses se passaient bien, t'aurais peut-être pu avoir des bons résultats. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, j'ai pas envie d'y aller Ouais, bah non, justement, moi, j'ai vu dès le début que j'étais pas très doué pour ça. En fait, ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, c'est que ça fait 18 ans que je m'entraîne, tu vois, j'ai mis 10 ans à peu près à être comme ça. Il y a ma vidéo d'évolution pour ceux qui veulent sur YouTube, mais en fait, j'ai vu les premières années les types vraiment doués à côté de moi, en fait. Donc déjà, je voyais sur les forums des types naturels qui avaient 16, 17 ans. Ils progressaient, mais 3 fois plus vite que moi. Mais vraiment, hein, des trucs incroyables, hein. Okay. Je voyais ça, j'étais merde, mais puis moi, je mettais mes photos chaque année, comme les autres types, quoi. Et les mecs, des fois, me disaient, putain, t'es vraiment pas doué, tu vas jamais y arriver. Ils me disaient, c'est pas possible, tu vois. À 18, 19 ans, ils me disent, mais on dirait même pas que tu fais de la muscu, quoi. Les mecs disaient, alors j'étais un peu fort. Mais les mecs disaient, on voit pas que tu fais de la muscu, en fait. On sait pas. Donc c'est vraiment, je me suis vraiment acharné. Tu vois, il m'a fallu au moins 5-6 ans avant de commencer à ce que ça se voit, on va dire, et 10 ans, voilà, pour... Et après, surtout, sur le côté dopage, en fait, je pense que c'est mon ego, ma fierté, en fait, qui a fait que je pouvais pas supporter ce truc de... mes résultats, c'est pas les miens, en fait. Je voyais pas l'appât du gain, dans le sens où... parce que j'étais déjà au courant à l'époque, ça beaucoup de personnes ne savent pas, mais que beaucoup de culturistes professionnels ne vivaient pas de la musculation, beaucoup se prostituaient,
À l'époque, j'étais en contact avec des bodybuilders français qui étaient professionnels entre guillemets, qui faisaient des webcams à moitié nus pour gagner leur vie, pour se payer les produits. C'était un truc de fou, tu vois. Et donc il y avait pas la patte du gain parce que je savais que de toute façon t'en vis pas. Il y en a très peu qui en vivent, vraiment les champions des champions, les plus fous. Voilà, c'est les plus fous. Et puis ouais, j'avais ma fierté en fait, mon ego qui me disait bah non, moi je veux mériter mes résultats, c'est les miens, je vais faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. Et après, ce qu'il y a, c'est que mon entourage aussi était dans ce système de pensée là en fait, ce système de valeurs. J'ai vite été un membre actif du forum Smart Weight Training, qui était devenu Super Physique juste après. Et donc nous dessus, c'était l'antidopage quoi. Il y avait pas, dès qu'un mec mentait, un hypocrite, on lui tombait dessus, c'était. Et après, j'ai rencontré pareil des profs. Quand j'ai passé mon B2ES à Cumèze en 2006, donc en 2005 ma formation, j'ai rencontré Marc Vouillot qui lui pareil était farouchement opposé aux produits dopants. Vraiment c'était un militant des années 70, 80, 90 là-dessus. Donc ouais, en fait ma fierté a fait que moi j'aime cette notion de mérite en fait. Alors après, comme tu dis, moi je pense que j'étais plutôt doué pour la force, ce qui fait que j'avais des résultats en force assez rapidement. Musculairement, c'est venu beaucoup plus doucement. Et quand je vois certains, même aujourd'hui, après je sais pas s'ils sont naturels ou pas, mais je vois des mecs qui ont 20 ans, qui sont 2 fois comme moi, je dis putain c'est incroyable quoi. Mais ouais, ma fierté en fait a fait que je voulais mériter le truc en fait. Et de toute façon je savais que je gagnerais rien et que c'était pour moi. Ouais. Je pensais pas en plus, avec le recul tu vois là, je pensais pas en vivre un jour en fait. Je me suis jamais dit mon physique va me faire vivre, je vais être coach sportif, je vais vivre de la musculation, je vais avoir une salle, jamais j'ai pensé tout ça en fait. Je le faisais pour moi. Et comme chaque année en fait je progressais petit à petit, moi je me disais bah à la fin entre guillemets, au bout d'un moment je serais bien physiquement. Je me suis jamais dit ça va trop doucement ou en fait je faisais mes entraînements, j'essayais de progresser, je faisais ma diète etc, mon alimentation. Et puis bah je voyais que ça montait en fait, ça montait. Mais donc comme j'ai jamais eu d'explosion comme certains et après ça a ralenti en fait, ça a toujours été très très doucement. Ouais. Donc j'ai pas eu ce truc de faut accélérer la progression, je progresse plus. Puis comme je me suis intéressé à comment ça fonctionnait, j'ai rapidement mis en place des méthodologies, on va dire entre guillemets, qui fonctionnaient. Tu vois, j'ai rapidement dit voilà comment les exercices tu dois les assembler, tu dois faire par exemple développé couché, développé incliné, écarté à la poulie, je dis un exemple à la con, ça parlera sans doute pas à grand monde, mais voilà, plutôt que de faire développé couché barre, développé couché avec haltère, écarté couché avec haltère, je me suis dit voilà, ça c'est 3 fois le même exercice pratiquement, faut pas le faire. Donc j'ai rapidement compris ça. Ensuite j'ai rapidement compris, et ce qui est logique, mais ce qu'on t'explique pas quand tu vas en salle. Quand je suis arrivé en salle à 16 ans, j'ai demandé à tous les types de la salle comment ils s'entraînaient. Mais tous. Il y avait des mecs qui passaient dans les magazines, je leur dis mais comment tu fais, quel est ton entraînement, etc. Chacun avait sa recette en fait. Et donc j'écoutais, je testais, et je disais mais quand est-ce que tu progresses? Quand est-ce que tu fais une rep de plus ou tu mets 1 kilo de plus? Le mec disait bah quand je me sens facile. Puis bon, bah tous ces types-là, par la suite, j'ai découvert qu'ils étaient dopés, donc comme ça a fait le truc. Et donc moi j'ai toujours eu ce truc du progrès en fait. Quand je faisais une compétition d'athlétisme, si je battais pas mon record, j'étais énervé. Vraiment, j'étais énervé contre moi, ça n'allait pas. Donc ça arrivait souvent. Mais ouais, donc en muscu, j'avais ce truc du progrès. Donc il fallait toujours en faire un petit peu plus, une répétition de plus, un peu moins de récup. Et donc en fait, voilà, j'étais sur le chemin en fait. J'étais sur le chemin. Pour moi, j'étais sur le chemin. Je voyais que ça progressait un petit peu. Il fallait juste laisser le temps faire. Ok. C'est hyper intéressant. Et là, t'as parlé un petit peu hyper rapidement. T'as mentionné du fait que on vit pas de la musculation et du bodybuilding. Déjà à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être que tu me diras c'est pire, mais moi je pense que c'est pire, tu vois. Je pense qu'il y a encore moins d'argent dans ce secteur-là et que il y a encore plus de mecs qui en prennent parce que justement tu vois, on se compare sur Instagram, sur YouTube, on voit des YouTubeurs énormes, mais en fait ils sont chargés comme pas possible et du coup ça tente encore plus de gens d'en prendre. C'est quoi ton regard aujourd'hui par rapport à ce milieu-là et est-ce que tu penses déjà qu'on peut en vivre et quel regard tu portes là-dessus? Bah, tu sais, non, mais pendant des années, quand ça a vraiment explosé sur YouTube, etc., je pestais un peu, tu vois, je me disais, ah putain, tout le monde a la parole, il y en a plein qui disent n'importe quoi, etc., c'est pas normal, etc. Et je me suis rappelé que c'était moi le pionnier, en fait. C'est moi qui, en 2007, mettais les premières vidéos de muscu sur YouTube, qui, en 2009, faisait les premières vidéos, moi j'appelle ça des vidéos d'articles, en fait, où t'expliquais un truc oralement par rapport à un article écrit que t'avais fait.
Tu vois, donc je vois l'évolution en fait, mais c'est difficile. Tout le monde a le droit de s'exprimer aujourd'hui. Le net est devenu une plateforme un peu libre entre guillemets, donc c'est difficile. J'ai pas spécialement d'avis. Après, je pense que c'est aux gens de s'instruire, voilà, ceux qui sont vraiment motivés vont acheter des livres, vont se former, vont suivre des formations, vont essayer de devenir professeur de musculation avec un BPGEPS et puis continuer à se former. Il y a plein de formations maintenant qui existent pour compléter tout ça. Donc d'un côté c'est bien et de l'autre côté c'est difficile pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi une opportunité de s'y retrouver parmi la masse d'informations. C'est difficile de savoir comment on fait. C'est beaucoup plus dur qu'à mon époque. À mon époque, 2001, t'as 2 sites. Tu lis les 2 sites, tu sais comment t'entraîner, quoi. Il y a pas 15 000 entraînements différents, il y a pas 15 000 exercices exotiques, il y a pas 10 000 façons de manger. C'est pas comme aujourd'hui, on te dit, tu peux bouffer des glaces ou boire du jus de fruits et puis ça va aller. Voilà, ça n'existait pas. Ça, on savait tout de suite que la glace et le jus de fruits, c'était pas terrible. Voilà, on savait qu'il fallait pas bouffer ça. Après, sur la notion d'en vivre, j'ai su que physiquement, je pourrais pas en vivre, mais j'ai réussi à en vivre et j'en vis encore actuellement grâce à mes sites sur le sujet de la musculation où je propose coaching, formation, livres, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des opportunités en fait. Je pense que quand dans un milieu il y a autant de demandes qu'aujourd'hui, donc il y a des salles qui ouvrent sans arrêt à Annecy par exemple ces dernières années, il y a une demande et il y a pour moi des secteurs qui sont pas encore vraiment exploités. Je donne un exemple. La dernière fois, je donne une conférence à Paris un peu sur le sujet. Qui est le spécialiste aujourd'hui de la musculation pour les hommes qui débutent la musculation à 40 ans, par exemple? Qui est le spécialiste? Bah, tu sais pas. Par contre, tout le monde va faire sa vidéo biceps. Tout le monde va faire sa vidéo biceps à la con pour tout le monde. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais que tout le monde essaye de faire la même chose et de copier les autres, et donc ça fonctionne pas. C'est pour ça que beaucoup se découragent, en fait. Se découragent ou se disent, bah, c'est pas à cause de mon physique, je suis pas assez balèze, etc. Non, c'est parce que tu ne cibles pas, t'es pas assez spécialisé, en fait. Moi, je vois plein de domaines, en fait. Là, aujourd'hui, moi, ce qui me parle le plus, c'est la musculation sans dopage. Mais je vois, dans la musculation, si je me pose, je veux dire, je peux noter 50 secteurs, 50 niches différentes, en fait, où il y a personne, où il y a rien. Et, tu vois, la fois, on discutait de, il y a un mec que j'avais vu sur YouTube qui se spécialisait dans le coaching des chefs d'entreprise. Ouais. Voilà. Non, mais, quand il y a autant de demandes, faut juste se spécialiser et faire ce qui te parle le plus, etc. Donc, je pense qu'on peut en vivre. C'est juste que tu vas pas vivre de ton physique. Tu vas pas vivre du même contenu que les autres. Voilà, si c'est pour dire le meilleur exercice est celui-ci pour les biceps ou pour les pectoraux, il y en a qui l'ont sans doute dit avant toi, et donc dans ce cas-là, bah, le premier arrivé est le premier servi. Et toi qui es le dernier à dire la même chose que les autres, bah t'es le dernier, donc t'as rien du tout. Et ton physique va rien changer parce que tu t'adresses à tout le monde. Et quand tu t'adresses à tout le monde, c'est comme si tu t'adressais à personne. Hein. Tout le monde. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Non, mais t'as entièrement raison. Ouais. Moi, en tout cas, ça me donne des idées et ça me rassure un peu sur le point de vue que je m'étais fait du milieu du bodybuilding. C'est vrai qu'il y a une grosse, enfin, tu vois, du bodybuilding. Moi, j'ai pas appelé ça. Ouais, la musculation. Musculation en général, mais tu vois, il y a une grosse niche des hommes entre 20 et 30 ans. Et, bah, tu vois plein de youtubeurs arriver sur ce créneau-là. Ouais, il y a rien autour. Qui cible ces gens-là, et en fait il y a plein, déjà dans ces 20-30 ans il y a plein de gens différents, voilà. Et il y a plein d'autres personnes à qui parler autour de ça, quoi. Exactement, il y a plein, c'est ce que je dis dans mon livre The Leader Project que j'ai sorti récemment, pour trouver sa niche. Je dis il faut prendre un milieu qui fonctionne déjà, où il y a beaucoup de demandes, et regarder ce qui n'est pas fait. C'est tout simplement, si tout le monde fait la même chose, forcément ça peut pas marcher, mais il y a toujours un truc que quelqu'un ne fait pas. C'est tu regardes, c'est comme quand j'écris un article, je regarde les articles concurrents. Est-ce que je peux faire mieux ou pas? Si je peux pas faire mieux, que c'est vraiment traité, bah je dis bon bah ça sert à rien. Si c'est pas fait ou c'est survolé, je dis bah voilà, j'y vais. Tout simplement. Bah là c'est pareil en fait, quel que soit le domaine, hein, donc. Ok. Et du coup, toi t'as passé ton diplôme de coach en quelle année? En 2006, donc j'ai passé la dernière session du B2ES ACUMES, qui est brevet d'état éducateur sportif, haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive. C'était la toute dernière session, je l'ai passée, j'avais 18 ans. Ok, d'accord. Ouais, donc t'as su très jeune que tu voulais en faire ton métier. Ben, quand j'étais gamin, je lisais pas mal Sport et Vie, donc un magazine qui est vraiment bien, qui existe encore, hein, tu vois, qu'on lisait la dernière fois. Ouais, je l'ai vu sur ta table, ouais. Et dedans, il y avait de la publicité pour passer ce diplôme en fait. Et donc, il y avait une école qui préparait en candidat libre
et après tout le monde le passait au Krebs de Mâcon. Donc le Krebs de Mâcon proposait sa propre formation. Donc ceux qui étaient au Krebs de Mâcon avaient déjà plus de chances de l'avoir parce qu'ils connaissaient les examinateurs qui étaient leurs professeurs. Et donc moi, en région parisienne, j'ai arrêté l'école en première S et moi je voulais devenir professeur de musculation. Je me voyais aider dans une salle, faire les programmes aux gens, les aider à progresser, etc. Donc ouais, ça s'est imposé assez vite. À l'époque, il y avait 2 diplômes entre guillemets à passer. Il y avait un tronc commun, donc qui était commun à toutes les disciplines sportives, donc qui comprennent l'anatomie, de la législation, de la physiologie, que tout le monde devait avoir. Que tu passes un BE foot, un BE athlé, etc. Et ensuite, tu avais le spécifique. Et nous, il y avait que le Krebs de Mâcon, donc j'ai eu une dérogation pour la première partie que j'ai passée à 16 ans. Et la deuxième partie, j'ai dû attendre 18 ans parce que là, il n'y avait pas de dérogation. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et tu peux nous dire un petit peu plus sur la partie business, quelle un peu a été ton évolution, les grands paliers. Alors on n'est pas ici pour parler d'argent, Ouais. tu vois, à la limite on en parle entre nous et ça nous fait plaisir d'en parler. Mais là pour les auditeurs un petit peu, quelles ont été les grandes étapes que t'as fait, parce que c'est vrai que toi t'es un des pionniers, hein, tu vois. Moi je sais que quand je parle de toi à mes amis qui sont préparateurs physiques, ils me disent toujours Rudy c'est le premier à avoir posté des vidéos sur YouTube, à montrer les exercices et tout. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu chronologiquement quelles ont été les étapes? Ouais, la première étape, c'était l'ouverture de mon site qui s'appelait à l'époque coach-perso.fr en 2006. Donc pratiquement dès que j'ai eu mon diplôme, parce qu'aucune salle ne voulait embaucher un jeune de 18 ans pour être prof de muscu dans sa salle. Donc j'ai tenté et j'étais très actif sur les forums à l'époque, donc j'avais déjà des demandes de coaching en fait. Tu savais coder et tout pour faire un site? Non, c'était mon associé Fabrice, Okay. qui est devenu plus tard mon associé, donc je vais y revenir après. Mais donc premier site où je faisais du coaching à distance, et également en salle. Donc 2006. 2009, j'ai l'idée de créer Superphysique, donc le premier site pour les pratiquants de musculation sans dopage. C'est encore l'unique site, tu vois. C'est vraiment notre thématique, comment s'entraîner sans dopage, etc. Donc à ce moment-là, j'appelle Fabrice qui avait Smart Weight Training, le tout premier site sur le net de musculation, qui était ingénieur informaticien. Donc lui, il avait ouvert son premier site en 1999, ouais. Et c'était le plus vieux forum du web. Et il l'avait un peu délaissé. Et donc moi, j'ai racheté le forum à celui à qui il l'avait vendu. Et après, j'ai été le voir et je lui ai dit, tiens, j'ai une idée. Est-ce que ça te dit? Parce qu'il en avait un peu marre, etc. Et donc on ouvre Superphysique. Vous êtes rencontrés comment Par les forums. Ok. En fait, quand j'avais 16 ans, lui, avec son forum Smart Weight Training, organisait des rencontres sur l'île de Puteaux, en région parisienne, tous les samedis, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. On faisait des tractions, des dips, des abdos, et ensuite on finissait par un chinois à volonté. On était tous malades le dimanche. Et donc j'ai été à 16 ans, en fait. Et après j'étais un habitué, j'y allais tout le temps. Okay. Et la règle, c'était d'amener 20 kilos dans son sac à dos et une ceinture d'escalade. Okay. Pour se lester, pour se tenir, parce que les ceintures de lest qu'on connaît actuellement n'existaient pas, en fait. C'était introuvable. Ou alors, il fallait commander à l'étranger, t'avais des frais de douane, enfin bon. Donc, on achetait une corde d'escalade de 2,50 m et on s'attachait autour et on avait la trace de la corde autour de nous. C'est génial. Donc, ouais, je l'ai connu en 2003 et donc après, je propose ce projet-là. Donc, rapidement, je connaissais un copain qui avait une marque de compléments qui accepte, entre guillemets, qui est intéressé avec celui avec qui j'avais été à l'Arnold Classique, de mettre des bannières sur le site. Donc comme ça nous paye l'hébergement, ça nous fait un petit peu de sous, mais bon, c'est pas la folie. On a rapidement la chance, entre guillemets, parce qu'il y a très peu de sites à l'époque, personne n'avait filmé les exercices en vidéo, personne faisait d'articles, donc on était les premiers. J'avais passé 3 mois comme un malade à filmer, à faire des articles, etc. Donc quand ça sort, on fait rapidement 10 000 visites par jour. Ouais. Donc les tarifs augmentent, etc. Ensuite, comme on voit que ça fonctionne bien, on ouvre notre propre boutique de compléments alimentaires en 2012. Donc pas en physique mais sur le net, donc on envoie les compléments, on est multimarque, etc. 2014, j'ouvre le site du Club Superphysique. Donc ça, c'est un projet qui est plus, on va dire, communautaire, où j'organise des compétitions, où on peut passer son niveau, dans le sens où quand tu fais du judo, du karaté, voilà, on disait tu passes ceinture blanche, ceinture jaune, etc. En muscu, t'avais rien. Et donc maintenant, en 2014, j'ouvre ça avec un passage de niveau. Il faut mettre ces vidéos sur le site. Moi, je vais derrière regarder. Et je dis, c'est bon, c'est pas bon. Et donc, tu as des règles pour valider ton niveau. Et donc après, tu as ton diplôme. Donc voilà, tu as quelque chose de concret en muscu. Avec ça, j'organise des compétitions en même temps après. Ensuite, on est en 2000... oui, c'est à peu près à la même époque. J'ouvre ma salle sur Annecy. Parce qu'à l'époque, à Annecy, il n'y a pas de salle de musculation. Il y a aucune salle. Il y a 2 salles de fitness qui détestent qu'on fasse de la musculation, qui sont pas contents que je sois là.
qui sont pas contents que les mecs à la salle aient tous des t-shirts super physiques. Donc, je propose des partenariats, ils veulent pas. Donc je dis bon bah j'ouvre mon truc, sans vraiment d'objectif de faire un gros truc, mais juste un petit truc un peu sympa. Club, esprit club en fait. Donc j'ouvre ma salle en 2014. Qu'est-ce qui se passe d'autre après? C'est difficile de se souvenir de tout, mais qu'est-ce que je fais après? Le podcast que vous faites sur Superphysique et Leadercast, tu les lances quand? Eh ben, en fait, tu le sais peut-être pas, mais on a été pratiquement les premiers en France à faire des podcasts de musculation en 2009. En fait, on a arrêté. Et je pense que c'était une erreur quand je vois maintenant où ça en est. On était les premiers, donc on faisait des podcasts avec Fabrice, on faisait déjà ça. J'ai fait des podcasts avec Michael Gundil, avec Christophe Cario. On faisait en fait un podcast vraiment bodybuilding, c'était Michael Gundil qui est vraiment passionné, qui suit toutes les actualités, avec Christophe Cario plus prépa physique. Et moi et Fabrice, on faisait réponse aux questions des forums, etc. On le faisait déjà en 2009. Ouais, donc ça, par la suite, donc j'ai changé de salle, j'ai acheté le local parce qu'on voulait pas nous le vendre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a sorti une application il y a pas longtemps qui est disponible sur les stores, sur tous les stores. Il y a eu la Villa Superphysique cette année, donc qui est un lieu d'accueil pour tous ceux qui veulent venir passer du temps à Annecy, comme toi, qui veulent venir s'entraîner à la salle, qui veulent travailler sur mes autres projets, etc. Et donc sur les podcasts, en fait, j'écoutais pas mal de podcasts. J'ai toujours été plus audio que vidéo. J'ai toujours eu du mal à rester devant une vidéo qui était pas un documentaire, on va dire. Quand c'est une vidéo de 3-4 minutes, je clique même pas, en fait. Je me dis, bon, c'est pas assez long. Donc ça m'ennuie. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos assez longues, mais je vois que les gens, ça leur plaît moyennement. Mais donc, ouais, en fait, j'écoutais pas mal de podcasts. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'écoutais, je disais, mais je peux faire mieux, en fait. Je peux raconter autre chose. Me disais, c'est pas normal, en fait. Des mecs exagèrent tout. Tu vois, on parlait en antenne des marketeurs, des trucs comme ça. Et j'écoutais, je disais, mais ils racontent n'importe quoi, les types. Je me disais, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, les mecs disaient, ouais, nous, on travaille 1 heure par semaine et puis on gagne tant. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et moi, j'avais vu cette évolution du web. J'étais depuis 2006, j'écrivais des articles. J'ai oublié de le dire, mais j'ai écrit 13 livres numériques. J'ai sorti des formations vidéo. J'ai une formation qui donne une certification à la fin pour les coachs ou les gens vraiment passionnés. J'ai sorti plein de trucs. Il y a eu mon bouquin qui est sorti à la Fnac aussi. Et donc, à un moment, voilà, dans l'entrepreneuriat, je me dis, il y a rien de bien. Je me dis, il y a que des trucs faux, en fait. On prend les gens pour des cons. Comme en muscu, tu vois, avec le sans dopage, on prend les gens pour des cons. Les mecs sont tous dopés, ils disent qu'ils sont naturels, c'est pas vrai. Et là, je me dis, c'est pareil. Et je vais raconter ce que je vis, moi, au quotidien, à quoi je pense, comment je fais, etc. Et donc, je lance, au début, ça s'appelait le podcast de Rudy Koya. Voilà, j'avais pas trop de nom, etc. Tu vois, j'avais pas de nom. Et sur Apple Podcast, il s'appelle toujours comme ça. Tu vois, j'ai même pas fait la mise à jour parce que je me dis, bon, ça reste à mon nom, le podcast de Rudy Koya. Et donc, je lance ça. On m'a demandé là récemment, justement, je crois que je lance ça en mai 2017. Ouais. Je lance Leadercast. Et au même moment, je dis à mon associé Fabrice, je dis, écoute, je relance un podcast, faisons un musculation. On a arrêté, je pense que on devrait s'y remettre. Je dis, tu vois bien, c'est plus notre truc que les vidéos. Les vidéos, tu vois, en 2017, je pensais avoir fait le tour. Ça faisait 10 ans que je faisais des vidéos de manière hebdomadaire. J'avais fait des sujets sans arrêt. Les mêmes, tu sais, ça tourne en rond. Un bon éducateur, c'est quelqu'un qui se répète de toute façon. Et donc, je dis, vas-y, on lance le truc. Donc, j'enregistre un épisode tout seul pour lui montrer. Et il me dit, OK. Donc là, on relance ça. Donc, pareil, genre 1 mois après. Et on lance. Et de ce premier podcast, donc podcast de Rudy Koya, ça devient progressivement Leadercast, dans le sens où je me rends compte que beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, ont du mal à se lancer. On leur dit pas les choses telles qu'elles sont. On essaye de leur vendre des formations à 2000 € pour apprendre à écrire 3 mots. C'est pas ça, être entrepreneur. C'est pas ça, être un leader pour soi-même. C'est pas ça, réussir sa vie. Et donc, à un moment, voilà, ça prend un peu En fait, c'est qu'un peu tous mes projets, tu vois, il y a Vincent qui m'a écrit récemment, qui a acheté justement mon livre, The Leader Project, et qui me dit, toi, je pense que tu es quelqu'un qui réussit à l'instinct. Et en fait, j'ai toujours lancé des trucs comme ça, parce que ça me plaisait. Et après, je vois où ça mène, en fait. Et donc, j'ai lancé le site Leadercast, je crois, en 2018. Et là, je me suis dit, je vais écrire les articles qui vont avec les podcasts. Et puis là, aujourd'hui, tu vois, il y a le livre qui est sorti il y a quelques jours. Là, j'ai lancé le coaching aussi, qui va avec. Et avec Superphysique, on anime toujours, donc les podcasts hebdomadaires, chaque semaine. Avec t'écoutes Superphysique Podcast, donc tu vois comment c'est. Mais dans la bonne humeur, des anecdotes. En fait, je vais recommander aux auditeurs, enfin, en tout cas, ceux qui aiment bien un peu la préparation. Si vous voulez découvrir de l'information de qualité et en même temps vous marrer,
Faut écouter Rudy. Bon, j'essaye de lui recommander d'acheter du meilleur matos pour qu'il ait un aussi bon son que moi. Ouais, c'est vrai que tu as un sacré matériel, hein. On se croirait à la télé. mais en tout cas, ouais, moi j'aime beaucoup ce que tu fais et c'est comme ça. Enfin, c'est une des manières à travers lesquelles je t'ai découvert et c'est vrai que à chaque fois l'information elle est pertinente. En creusant un peu, j'ai pu me former tout seul et en même temps je passe un bon moment et je rigole bien quoi. Donc, ouais, on a notre moment, ce que je dis à chaque fois, le tout saupoudré d'anecdotes de vieux. Je dis parce qu'on se connaît depuis, depuis 2001 avec Fabrice en fait. Ouais. Donc on se connaît pratiquement par cœur. Tous les jours on discute ensemble parce que on gère la boutique, tu vois, on a notre marque. Tout à l'heure je parlais de la boutique, mais on a également sorti notre marque de compléments alimentaires maintenant. Donc on essaye de faire ce qui n'existe pas. Encore une fois, on essaye de répondre à des besoins, on essaye de se différencier, de faire ce qu'on voudrait qui existe. Mais en fait, les projets viennent, ils sont jamais prémédités. Ils sont toujours, je fais ce que j'aime, avec passion. Je pense que les gens sentent quand je fais un podcast, un article, etc., que je cherche vraiment à les aider, que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et après, derrière, ça plaît ou ça plaît pas, en fait. Et souvent, ça plaît. Parce que quand tu fais les choses avec passion, il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que tu fais. Et donc, ça fonctionne. En réalité, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et donc, après, tu vois où ça mène, tout simplement. Il y a rien de prémédité. Et donc, aujourd'hui, j'ai plein de projets. Comme toi, tous les jours, mon travail, c'est d'écrire, de réfléchir, d'avoir des idées, de mettre en place des choses, quoi. Il y a pas de... J'ai jamais été salarié, j'ai toujours été à mon compte. Donc, en fait, je connais pas vraiment les vacances. Pour moi, tous les jours, je dois écrire. Tous les jours, je dois écrire. Et ça, j'ai mis longtemps à le réaliser. Que j'étais plutôt écrivain, en fait. Auteur que coach. Ouais. Mais en fait, c'est plus ça. Ce qui me prend le plus de temps, c'est d'écrire. Ouais. C'est d'écrire et pas de coacher, même si je coach encore beaucoup. Mais c'est d'écrire. Donc j'écris. Et j'écris, j'ai envie de dire, avec le cœur. Et donc, il y a des gens à qui ça parle. Et donc avec eux, on essaye d'aller encore plus loin. Parce que je suis assez convaincu, c'est la devise du Club Superphysique, c'est ensemble pour faire mieux que seul. Et je suis assez convaincu, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, à condition de pas se marcher dessus. Si c'est pour copier ce que font les autres, ça n'a aucun intérêt. Mais comme normalement, en théorie, chacun est différent, il suffit d'assumer ses différences, simplement, de faire la différence. Et dans ce cas-là, il y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est quand t'as peur d'être toi-même et que t'essayes de te cacher derrière un mauvais jeu d'acteur. Là, forcément, ça va mal. Ouais, effectivement, ouais. Monsieur, j'avais une question en tête, je viens de l'oublier. Ça va me revenir. Tant pis, je vais rebondir sur autre chose. Là, aujourd'hui, si les gens qui veulent disons que c'est un auditeur qui nous écoute aujourd'hui, il a envie de découvrir un petit peu ton travail, vu qu'il y a beaucoup de contenu et que comme tu l'as dit, tu écris énormément, tu lui recommanderais de commencer par où et on va dire sur la partie musculation, hein, et après. Alors, s'il débute, la musculation, le plus simple, c'est d'aller sur superphysique.org. Il y a une rubrique débutant. Voilà, okay. Il y a une rubrique débutant et il lit toute la rubrique débutant. Et il peut déjà commencer à s'entraîner, à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est là qu'il faut commencer. On l'avait fait exprès. Normalement, j'essaie d'écrire assez simplement, etc. Il y a des trucs qui peuvent être compliqués, mais pour ça, il y a un forum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est le plus vieux forum du web. Hein, il a 20 ans, parce que je l'ai racheté, donc il a 20 ans. Donc moi, je réponds tous les jours sur les forums, etc. Donc voilà, faut commencer par là. C'est gratuit. Et après, si on se prend vraiment au jeu, après, de toute façon, on va découvrir tout ce qui est payant, entre guillemets, mais qui est beaucoup plus cadré, ce qui peut être le coaching, ce qui peut être les formations que je propose, les livres que je propose. Voilà, après, il n'y a pas d'obligation. On fournit déjà énormément gratuitement. Ouais, Donc, on peut commencer par Superphysique, rubrique débutant, et après passer sur les podcasts. Tu vois, moi, j'ai passé par les podcasts. Et après, si on va aller plus loin, comme tu l'as dit, on fait souvent la pub pour ce qu'on fait. Voilà, vous saurez bien ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas, ce qui peut vous intéresser ou pas. Mais et on peut tester évidemment l'application. Je pense que c'est un bon entre-deux. Pour ceux qui hésitent à aller plus loin, c'est de tester l'application SP Training une fois qu'on a eu cette rubrique débutant pour apprendre à se servir d'un cahier d'entraînement, à noter ses entraînements, à progresser avec ce qu'on appelle la méthodologie Superphysique. Donc je vais pas vous barber avec des termes un peu compliqués, mais voilà, vous pouvez tester ça. Il y a un mois gratuit, sinon c'est 10 € l'année. Voilà, c'est pas grand chose. Et voilà, ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier et puis de commencer à progresser. Il y a rien de pire aujourd'hui, encore une fois, avec toute la masse d'informations disponibles, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, de pas savoir quoi faire, de se dire. Et comme je dis souvent à ceux qui me demandent, voilà, quel est le meilleur conseil que tu donnes, je dis prenez une seule personne et vous suivez tout ce qu'elle dit, une seule.
Je dis, et dans tous les domaines, c'est ce que je fais en fait. Je ponce tout. Tu vois, dans le marketing, on n'a pas encore parlé, mais moi j'aimais bien Seth Godin. Ouais. Et j'ai acheté tous ses livres, j'ai tout lu. Voilà, j'ai tout lu avant de passer à quelqu'un d'autre en fait. Et je recommande cette technique-là parce que comme ça, voilà, tu prends un mentor en fait, même virtuel ou même s'il n'est pas dans la vraie vie, et tu regardes tout ce qu'il a fait et t'appliques. Parce que si tu regardes un peu tout le monde, chacun va utiliser ses propres mots, sa propre méthodologie, sa propre terminologie. Tu comprends rien en fait. Tu compares, tu dis je comprends rien. Mais c'est vrai, tu ne comprends rien. Ouais, puis t'as des avis différents pour des résultats différents, des résultats identiques avec des méthodes différentes. Ouais. Donc si tu mélanges, ça marche plus. Donc il faut choisir en fait ce qui te parle le plus et tu fais. Et peut-être que ça marchera pas, mais dans ce cas-là, tu changes en fait. Voilà. Après, faut savoir utiliser sa raison et pas seulement que ses émotions. Et puis après, normalement. Quand tu t'investis, quand tu commences à agir, tu comprends en même temps. Voilà, la théorie c'est bien, mais on ne comprend la théorie que lorsque l'on pratique. Moi, il y avait deux questions qui m'intéressent sur ta personnalité un peu. La première, c'était, et c'est une des choses pour lesquelles peut-être je suis venu ici et qui m'impressionne beaucoup chez toi, c'est ta constance. T'es quelqu'un de très régulier, très constant. Tu vois, c'est vrai que moi, tu me l'as fait remarquer, j'ai un parcours un peu plus slasher, comme on dit, tu vois. Je me lasse au bout d'un moment, du coup, je coupe tout et je pars sur quelque chose d'autre. Toi, comment est-ce que t'as conscience de ça, tu vois? Et dans la musculation, comment est-ce que t'as réussi à tenir sur la longue distance, quoi? Bah, tu vois, on en parlait ce matin tous les deux. Je te vois travailler, donc je vois comment tu fonctionnes. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est que tous les jours, moi j'ai mes petites habitudes, mes petits rituels, etc. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, etc. pour faire. Et donc tous les jours, bah là j'ai une liste, tu vois, j'ai une feuille avec ma liste d'articles, tu vois, mes meilleurs articles, je suis en train de les réécrire, etc. Et tous les jours, je me dis j'en fais un. Voilà, peu importe le temps que j'ai, j'en fais un. Et il arrive certains jours en fait que bah, l'article que j'ai à modifier, finalement j'ai pas tant à modifier que ça me prenne pas beaucoup de temps. Alors des fois ça me prend un temps fou comme ce matin, là ça m'a crevé, mais j'ai dû le réécrire presque en entier, donc ça fait un pavé. Donc après j'étais fatigué, mais donc voilà, des fois ça me prend moins de temps. Et je pourrais me dire, si je fonctionnais comme toi, de ce que je comprends, ah bah j'ai du temps, j'en fais un deuxième. Et puis si j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième. Bah ça surtout pas en fait. Ouais. Jamais je fais ça. Voilà, tous les jours ça va être ma journée en fait est organisée de façon à ce qu'elle soit presque tout identique. Alors certains diront ah bah c'est chiant, etc. Non, J'ai rapidement compris en fait cette notion de discipline. Après comme tu vois j'ai pas mal de temps libre aussi, je vais marcher, là on a du temps, voilà. Au lieu de lire on fait le podcast. Mais donc le matin je m'occupe de mes élèves, ensuite je vais écrire, je vais m'entraîner, faire mon sport, je rentre, bah tu vois bien on est rincé, on est rincé. Et après bah l'après-midi je vais retravailler un peu si j'ai pas eu le temps de finir mon article, je vais le finir l'après-midi, ou je vais enregistrer mon podcast. Puis ensuite, voilà, je vais m'étirer, faire des trucs que j'aime faire, en fait, lire, me détendre. Donc en fait, ouais, je vais jamais me cramer, tu vois. Ouais. Je vais jamais bosser à fond comme toi, je vois, tu peux bosser de 14 à 22 heures derrière l'ordinateur. Moi, ça n'arrive pas, en fait. Je l'ai déjà fait. Quand mon activité a explosé au tout début, 2010-2011, comme je raconte souvent dans le Leadercast, là, je bossais comme un malade. Là, c'est sûr que 8h, 23h tous les jours, tu quittes l'ordinateur, putain, vite, faut t'y remettre. Mais en fait, avec le temps, j'ai réussi à m'organiser. Et donc, j'ai mon rythme qui fait que je suis quand même assez libre. Si je voulais, si je m'organisais vraiment bien, je pourrais finir ma journée à 15h, en fait. Voilà, à 15h, si je me lève à 7h, en entraînement compris, à 15h, j'aurais fini. Et donc, je me dis un petit peu tous les jours. Ouais. Et en muscu, comment j'ai fait pour durer? Bah, c'est que j'adore m'entraîner, en fait. Pour moi, ça fait partie de ma construction, je pense. Tu sais, j'ai commencé, j'étais tout maigre, puis ça m'a donné confiance en moi. J'ai pris du muscle, je me suis sans ça, je pense que j'aurais été tout maigre en fait, vu que j'étais grand et puis que j'adorais courir, etc. Ouais. Et donc ça m'a vraiment formé. J'ai lu tout ce qui existait sur le sujet. Dès qu'il y a des nouveaux bouquins, bah je regarde. Maintenant, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ils sont moins vivants, donc j'accroche moins qu'avec les bouquins de l'époque de Jean Texier notamment. Mais et après j'ai tenu parce que aussi, tu vois, je disais, j'ai organisé des compétitions, j'ai créé le club Superphysique, donc moi aussi je veux passer mes niveaux. Ouais. Moi aussi je veux être ceinture noire. Puis moi aussi je veux gagner des compétitions et puis après on est toute une bande de potes qui sont là depuis 5, 6, 7 ans qui font les compétitions, avec qui on se tire la bourre. Donc il y a tout ce truc là. C'est mon cadre en fait. Ouais. Certains diront voilà, ça peut être une prison et ouais, je suis assez d'accord, ça peut être une prison, mais en même temps c'est ce que j'aime aussi. Donc finalement la ligne est difficile à tracer.
Mais en tout cas, enfin, tu vois, moi, je suis en train de le comprendre sur la discipline et la régularité, tu vois, de pas. Ouais, Alors, toi, t'es à fond. En fait, je vois, tu vas à fond, et après, t'es mort, forcément. Après, tu peux plus rien faire, t'es rincé. ah ouais, moi, je suis vraiment cyclique, ouais. Moi, j'ai fait des mois et des mois entiers de 8h minuit et après pendant des mois et des mois entiers de dodo, quoi, tu vois, de. Ouais, On fait plus rien. alors que moi, j'ai plus ce truc, parce que je me suis déjà cramé avant, en fait. Ouais. Toi, je me suis déjà cramé, et je vois que, pareil, sur l'entraînement, je me suis déjà entraîné 10 fois par semaine, en fait, en muscu. Ouais, Avec donc, des jours à 2 séances. Puis là, tu fais ça. Puis en fait, entre les séances, bah, t'es rincé, tu dors. Ça fait un peu comme la sèche, en fait. Tu t'exclus de tout. C'est pas mon équilibre, en fait. ouais. Donc moi, je trouve un équilibre pour que chaque jour, j'avance. Chaque jour, je dois avancer sur quelque chose. Donc, bah voilà, j'ai mes élèves à m'occuper. Ça, c'est la priorité. Ensuite, j'écris. Ensuite, je m'entraîne. Et ensuite, si je peux faire autre chose, bah, je fais. Mais si je peux pas faire, bah, je fais pas, en fait. Je vais pas me forcer. En plus, à moins, ça m'arrive des fois, j'ai une idée de fou, tu vois, comme quand j'ai écrit le bouquin. Alors là, je me disais, tous les après-midi, j'écrivais 3-4 heures à fond. Mais j'aurais pas... Quand je sens que je suis fatigué, quand je sens que... bah, de toute façon, on en parlait aussi, mais on a à peu près 4 heures à 5 heures d'attention maxi par jour. Il y a un moment, je sens que j'arrive au bout, tu vois. Ouais. Il y a un moment, je sens... On dit qu'on a entre 45 minutes et 90 minutes continues d'attention. Bah voilà, à un moment, je le sens, en fait. Je sens... là, c'est mort. Là, c'est fini. C'est fini. Comme ce matin, tu vois, j'ai écrit mon article, d'un coup, je suis mort. Mais j'ai quand même forcé pour le finir. Et après, bah, pour ma séance de cardio, c'était plus compliqué. Je sentais que il aurait fallu que je me repose 30 minutes, 40 minutes avant de faire ma séance. Ouais. Mais donc, ouais, c'est plus... ça, c'est l'art des petits pas. C'est le poème de Saint-Exupéry. Ouais. Tu connais, ouais. Ah, bien sûr. Non, je suis totalement d'accord avec cette philosophie. Il y a un truc sur lequel moi je te charrie un peu ces derniers jours. C'est quoi le but en musculation, tu vois? Moi, je m'en fous d'être énorme, tu vois. Pourtant, j'ai vu tes vignettes de vidéos YouTube où tu prends la pose biceps. Alors, fais pas le malin, mon gars. J'ai regardé, hein. C'est vrai. Et, je confesse, il y a des vidéos sur YouTube où je contracte le biceps à droite. C'est toujours la même photo, on dirait. Et je mets mon pectoral en avant. Ouais, mon pectoral en avant. Non, mais tu vois, je veux dire, là, tu vois, j'atteins un poids on va dire Un gabarit. un gabarit qui me plaît, tu vois. Et j'ai pas forcément envie d'avoir plus. Je te disais, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'être plus fort. Je m'en fous d'être plus gros. Toi, c'est quoi le but profond? Bah, je l'ai atteint il y a bien longtemps. D'un point de vue physique, en tout cas. Quand, Tu penses que tu peux plus progresser? si, en fait, à un moment, tu es limité, quelle que soit l'activité de toute façon, par ton investissement. Tu sais très bien que plus tu progresses, et plus il faut t'investir dans ta pratique. Aujourd'hui, si je voulais progresser au mieux en musculation, prendre du muscle, y aller à fond, etc., il faut que j'arrête de travailler. Je me lève le matin, je mange, je vais m'entraîner, je rentre, je mange, je dors, je retourne m'entraîner, je mange, je dors et je recommence. Ouais. Voilà. Il faudrait que je vive comme un super pro. Voilà, vraiment... Et c'est ce qui limite la plupart des gens qui, tu vois, vont avoir un travail 35-40 heures par semaine avec des déplacements, etc. Puis qui ont 4 fois 1 heure par semaine. Ça va peu marcher jusqu'à un certain niveau. Et puis à un moment, ils vont être limités. À un moment, il va falloir passer à 1h30 d'entraînement. Puis avoir travaillé un peu moins, il va falloir se reposer parce que toutes les fatigues... Je lisais le bouquin Endurance des éditions Amphora de Alex Hutchinson, qui est super bien, qui est vraiment très très intéressant et qui parlait de la fatigue, qui disait voilà, tout est fatigue en fait. Donc plus t'as de trucs à penser, tu vois, là quand j'écris un article, bah forcément ma séance derrière, elle est pas c'est pas la meilleure séance du monde. Donc au début mes objectifs étaient physiques. Voilà, je voulais être balèze, je voulais être champion du monde, je voulais être ceci nanana. Voilà, j'ai voulu être champion du monde, mais à un moment j'ai atteint un gabarit, je me suis dit bah voilà, putain, je suis bien quoi. Et après, j'ai créé les Super Physique Games pour justement avoir cet objectif un peu de continuer à progresser. Sans ça, je pense que j'aurais pas décroché un petit peu, mais je forcerais moins dans le sens où là, quand ça devient dur à l'entraînement, la répétition qui est dure, je vais la faire parce que je sais qu'il y a mes potes derrière qui veulent me battre. Donc je me dis, il faut que je la fasse. Donc je vais la faire. Toi, je vais forcer, je vais y aller, et c'est ce qui fait que je mange beaucoup aussi. Tu vois, j'y vais. Il faut que j'ai l'énergie, il faut que j'ai tout. Donc j'y vais vraiment. Mais sinon, oui, après le but, tu vois, c'est la dernière fois je parlais dans mon précédent podcast, t'as peut-être pas écouté,
j'ai vu Francis qui est un participant du club Superphysique qui est venu pareil quelques jours à la Villa Superphysique avec qui on a bien pas mal discuté. J'avais fait un podcast pour lui répondre suite à sa problématique. Lui, il est kiné. Et en fait, il venait d'avoir son diplôme et il se dit j'ai pas envie de faire kiné ça me plaît pas, faut que je suive ça, nanana, les protocoles, tout ça. Et je lui dis non mais kiné tu peux. En fait, tu fais kiné comme tu veux. Tu fais ta méthode en fait, Et là la muscu pour toi, c'est la même chose en fait, c'est pourquoi tu fais de la muscu? Tu me poses la question? Oui, moi je te pose la question. Bah là en ce moment j'aimerais bien être plus fort. Je sais que je suis pas fort. Bah alors pourquoi tu t'entraînes pas pour prendre de la force? Bah, pour l'instant je sais pas. Et j'ai pas encore trouvé sur ton site des méthodes qui permettent vraiment. Bah, attends, il y a programme prise de force sur le site. tu abuses. Ok. Tu abuses. Non mais en fait c'est juste à toi de te dire qu'est-ce qui m'intéresse. Tu vois, il y a des gens en musculation qui vont vouloir être le plus musclé possible, d'autres qui vont être le plus fort possible, d'autres qui vont vouloir être le plus performant possible d'un point de vue sportif, la préparation physique, d'autres qui veulent juste être en bonne santé, d'autres qui veulent lutter contre les douleurs qu'ils ont au dos ou aux épaules. Tu la fais comme tu veux en fait. Tant que c'est logique, c'est sécuritaire, tu fais absolument ce que tu veux. Ouais. Là, je t'ai vu t'entraîner, tu t'entraînes comme un culturiste. Ouais, mais en fait, en ce moment, je suis passionné par ça. Ah bah voilà. J'aime bien ces méthodes-là, ouais. Mais là, je suis arrivé un peu au bout, tu vois. Je commence un peu à m'embêter et je me dis. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça que j'avais créé le club Superphysique. Comme ça donne des objectifs en fait. Tu te dis, et c'est intégré dans l'application par exemple, 10 à 70 kilos de développé couché, t'es niveau bronze. Donc tu dis, ah tiens, je passe mon niveau, tu mets sur le site, et puis tu fais partie d'un groupe où les mecs vont dire, ah tiens, bien joué, puis tu vas avoir des mecs qui ont le même niveau que toi, qui vont dire, ah tiens, moi j'essaye d'être silver. Donc tu vois, il y a le truc en fait qui te tire. Mais sinon, effectivement, la muscu en soi, mais comme tout, encore une fois, rien n'a de sens en fait. C'est toi qui te dis, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Et je pense qu'il faut pas se forcer en fait. Si t'aimes, tu fais, si t'aimes pas, tu fais pas. Ouais, mais je voulais savoir un petit peu toi ce qui te drivait. Après, là, pour moi, c'est le club. Voilà, c'est le club Superphysique qui me drive et qui fait que là, en ce moment, je suis vraiment assez, on va dire, investi. Mais sans ça, ouais, je pense que j'aurais décroché un petit peu parce que et en même temps, c'est mon travail. Donc, tu vois, il y a aussi mon travail, mon image. Même si je fais des photos 2 fois dans l'année et puis voilà, ça tient toute l'année pour illustrer mes réseaux, mes articles. Il n'empêche que mon physique fait que me donne de la crédibilité. Ouais. Tu vois, après, je fais un peu le représentant, même si je suis pas le meilleur, je suis pratiquement le seul qui m'exprime des pratiquants de musculation sans dopage, tu vois. Ouais. Donc quand les mecs disent musculation sans dopage, ils pensent tout de suite à moi. Ils disent ah bah voilà, c'est Rudy. Alors que sinon y a personne quoi. Donc en fait, je fais également l'exemple. Et comme j'aime bien ce truc de convaincre par l'exemplarité, comme je coach etc. Moi ça me viendrait pas l'idée de coacher puis de dire au mec ah non, toi, voilà ce qu'il faut que tu manges, puis moi, de bouffer des pizzas tous les jours, tu vois. Je me dis, ça va pas. Non, mais c'est vrai. Tu dis au mec, faites du cardio 3 fois par semaine, et puis toi, t'en fais pas du tout. Bah non. Tu vois, alors après, on dit, voilà, c'est pas le meilleur athlète, le meilleur entraîneur. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut le vécu. Il faut le truc. Et même si aujourd'hui, on pourrait dire que j'ai le vécu j'ai suffisamment de vécu, bah, j'ai à cœur de faire ce que je recommande, en fait. Et de montrer à mes élèves que si je le fais, ils peuvent le faire en fait, tout simplement. Ok, bon, génial. On arrive aux questions de la fin. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder avant ou parce que là, ça fait déjà 1h15. Mais pas mal. Ouais, non, bah après c'est toi. Comme toi, je vais te poser mes questions dans mon podcast dans lequel tu vas passer. Nous allons tout savoir de toi, Bart, l'homme secret, à croire que tu travailles pour le FBI. Personne ne sait rien de toi. Nous croyons que tu fais tous les sports possibles et inimaginables. Ouais, mais qui es-tu réellement? Eh ben, vous le découvrirez sur le podcast, sur Leadercast. Du coup, sur Leadercast. Que du coup qu'on va faire ensemble. Demain, on fera ça demain. Mais on termine d'abord avec les questions de la fin. Je sais que ça plaît beaucoup aux auditeurs. La première. C'est quoi une bonne journée pour toi? La bonne journée, bah c'est celle qui se déroule comme j'ai prévu. En général, toutes mes journées sont bonnes. J'ai rarement des imprévus, j'ai rarement des trucs qui me sortent. En fait, je suis tellement réglé. Bah, une bonne journée, si je me lève quand le réveil sonne, voilà, vers 7h, 7h30, je m'occupe de mes élèves directement. Ils sont tous de bonne humeur, ils m'envoient tous des ondes positives, il n'y a pas de souci, donc c'est nickel. Ensuite, je vais manger mon repas, voilà, il va pas cramer comme hier tes carottes, hein. Bart est un excellent cuisinier, vous allez bientôt le découvrir aussi. Mais ouais, après j'écris, j'ai le temps d'écrire un article avant d'aller à la salle, donc là je me dis putain, j'étais productif, génial. Je m'entraîne, la séance se passe bien, j'ai réussi mes objectifs, pareil, j'ai mes objectifs à chaque séance. Puis je rentre et puis voilà, j'ai des élèves qui m'écrivent encore, donc nickel. Puis après j'ai le temps d'aller marcher, j'ai le temps de m'étirer, de lire un peu. Puis voilà, on arrive, il est 20h, je me dis journée productive. Voilà, j'ai avancé sur mes objectifs entre guillemets
et je suis content. Ça me suffit à me rendre heureux en fait. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière sportive, on va dire ton meilleur souvenir de musculation? Le meilleur souvenir, ça doit être quand je passe là. Je m'en souviens encore, c'est quand je passe la barre à 100 kg développé couché pour moi. J'étais en vacances à Chypre, j'avais pas encore 16 ans, et puis on va en vacances en hôtel club avec mes parents, on y allait chaque année. Puis là on change de destination, Chypre, et là super salle quoi. Barre olympique, tout comme dans une vraie salle de muscu. Alors que moi je m'entraînais dans mon garage chez mes parents, matériel Décathlon et tout. Et là je passe 100 kilos quoi, et elle monte toute seule quoi. Ah je dis putain, d'un coup, je pense que c'est ça, parce que là tu te dis la barre à 100 c'est un peu mythique, tu vois. Ouais, tu vas m'apprendre d'ailleurs, moi je suis bloqué à 98 là. C'est vrai? Merde, elle te manque 2 kilos. Voilà, c'est ça le problème. Non mais la barre mythique des 100 kilos, c'est le truc, tu dis voilà, je suis content. Ça représente un peu le truc, ouais, je fais de la muscu, je fais 100 kilos. Parce que faut s'entraîner. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça dans les activités un peu d'endurance, mais on pourrait dire, je sais pas, le 10 km en 40 minutes, ou je sais pas, je m'y connais pas assez là-dessus, mais où tu te dirais, ah là, tu t'entraînes. Un 10 km à 15 km heure, alors que si tu le fais en 1 heure, bon, on va pas dire que tu t'entraînes beaucoup. Non, mais c'est vrai, on va pas dire que tu t'entraînes beaucoup. Non, bien sûr, il y a des barres mythiques, il y a les 3 heures sur marathon, ouais, effectivement, sur 10 km, tu peux dire la barre des 40 minutes, ouais, c'est aussi significatif. Ouais, 3 heures au marathon, tu vois, ça, je l'avais en tête, parce que quand je vois un type qui fait 3, comme j'ai fait de l'athlé, je comptais les vitesses, etc. Je me dis, 3 heures, le mec, il a 15 km heure. Je me dis, putain, il carbure, quoi, hein. Ouais. Je me dis, là, le type, sacré perf, quoi. Tu sais, on se rend pas compte, les mecs, tu dis, ouais, le même champion fait 2 heures, car le record officiel, c'est 2h1:39, je crois. Et, le champion. Tu vois. Non, il est pas officiel parce qu'il. Ouais, il est pas officiel. Il est pas officiel, c'est le record de Kipchoge. Donc, il est pas officiel. Vu qu'ils ont tout magouillé pour qu'il batte le record. Ouais, mais c'est intéressant. C'est pour casser une barrière mentale. Oui, bien sûr. C'est pour enlever une croyance limitante qu'on peut pas arriver. Tu vois, là, j'ai une anecdote là-dessus. Quand on était, pareil, plus jeune et tout, à un moment, c'était un peu la mode de l'électrostimulation. Donc, on avait tous nos complexes, on a fait des tests, etc. Et personne, dans notre groupe, donc que ce soit Fabrice, moi, tous mes potes, etc., Yann, etc., on arrivait à le mettre à fond. Parce que les mecs, tu sais, ils disent l'électro, c'est bien, ça fait la récup, ça fait les muscles, etc., mais personne ne le pousse vraiment l'appareil. T'en as déjà fait ou pas l'électro? Ouais, bien sûr. Donc personne le pousse, personne. Et puis bon, moi, à un moment, c'est moi qui tiens l'appareil, je fais tester aux autres, j'ai l'appareil et tout, et puis on monte, et puis on fait le concours, en fait. Celui qui monte le plus, qui monte le plus. On teste. Puis un coup, il y a un mec, il arrive à le mettre à fond. 150 Hz, 120 mAh. Il balance le truc. Puis le jour où il y arrive, on y arrive tous. Et après, on se lançait des défis comme ça. Donc au début, on faisait sur les cuisses, sur les quadriceps. Ça fait pas très mal. Faut être bien rasé, sinon ça t'arrache les poils. Mais voilà, tu le mets à fond. Et au début, t'as vraiment l'impression que ça va s'arracher, hein, mais ça te durcit vraiment les muscles, et ce qui est normal. Et après, on a fait tous les tests sur les pecs. Donc fallait avoir un peu de pecs, sinon tu sens un peu le cœur. Les triceps, sur les fessiers. Et le pire, c'était les mollets. Et il y a eu qu'un seul type à qui j'ai fait tester, qui a dans notre groupe, qui a réussi à mettre à fond sur les mollets. On est même monté jusqu'à 8 électrodes sur son mollet à fond. Et le mec, ça va. Tu vois, la douleur, il intériorisait bien, etc. Et pourtant, c'était horrible. Mais tu vois, oui, comme tu dis, c'est une barrière psychologique. Quand quelqu'un le fait, après, tout le monde y arrive, en fait. Tout le monde y arrive. Plus de personnes y arrivent. C'est comme la barrière, à chaque fois, tout le monde cite la barrière du mile en 4 minutes de Roger Bannister. Quand il a réussi, t'en as plein qui ont réussi dans l'année qui a suivi, en fait. Ouais, ok. C'est quoi ton pire souvenir? Pire souvenir, je sais pas. Pire, j'ai pas l'impression qu'il y a des moments pires, mais je me souviens en athlétisme, un coup j'avais fait un temps de merde au 1000 mètres, j'étais pas content. Voilà, mais c'est pas un pire souvenir. C'est j'avais mal géré ma course et puis voilà. Ouais, c'est des choses qui arrivent. T'as toujours une idole sportive? Non, non. En fait, comme tu peux voir, je suis vraiment très très déconnecté du monde. En fait, je sais pas du tout ce qui s'y passe. J'ai pas de télé. Je suis pas du tout l'actualité. En fait, je suis au courant un petit peu parce que par mes élèves, par mes parents, par mon frère, etc., par ceux que j'ai au téléphone, tu vois, ou quand tu me racontes un truc, mais sinon, je suis au courant de rien. Quand tu m'as dit, par exemple, que la grève continuait, je savais qu'il y avait la grève parce que tu m'avais dit, ouais, il y a la grève, donc je viens un jour en avance. Ouais. Donc voilà. Mais sinon, je savais même pas qu'il y avait la grève. Je ne le sais même pas. Parce que tout ce qui ne m'impacte pas directement ou ne va pas m'aider à remplir ce qui m'anime, entre guillemets, en fait, j'essaye de pas y porter attention, en fait. Je coupe le signal parce que, comme je te dis, on a des capacités d'attention limitées et c'est ce qui fait aussi que j'arrive à être aussi efficace, entre guillemets, dans tout ce que je fais. Si on peut dire que je suis efficace, mais... Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai pas d'idole parce que je suis pas. Je suis de la génération, encore une fois, moi j'aimais beaucoup l'époque du sprint, de Maurice Green, Boldon, où les mecs se rentraient dedans, disaient c'est moi le meilleur, tu vas voir, etc. La génération d'après,
quand Bolt etc. est arrivé, j'ai trouvé que c'était plutôt plat pour moi en fait. Ça me manquait de. Je retrouve un peu ça en suivant l'UFC, donc où les mecs ont des grandes gueules, etc. Donc je regarde, mais comme je pratique pas, c'est pas. Je peux pas m'identifier. Puis maintenant, j'ai 32 ans, j'ai pas l'âge de m'identifier en fait, d'avoir des idoles en fait. Je vois pour avoir lu beaucoup de biographies, autobiographies, je vois les défauts, les qualités, donc j'ai plus ce truc, ce regard comme je pouvais avoir gamin sur par exemple Michael Johnson. Tu vois, quand je commence l'athlétisme, Michael Johnson, je me dis putain, je veux être comme ça, la loco de Waco, putain c'est ça, 1932. Tu te dis, je veux la même tenue que lui, je veux la même combinaison USA, que j'ai jamais trouvé d'ailleurs, mais je veux la même combinaison, les pointes en or, la chaîne en or. Tu sais, on dirait Eddie Murphy, le type, pratiquement. Mais tu dis voilà. Parce que quand t'es gamin, tu réfléchis pas, mais dès que tu réfléchis, tu dis voilà, qualité, défaut. Et comme j'explique aux gens tout le temps, j'insiste vraiment là-dessus que tout le monde peut réussir, etc. Faut juste faire sa différence, entre guillemets. Si je l'ai fait, pourquoi pas vous, entre guillemets. Bah, en fait, j'ai plus d'idole, je m'inspire. Mais j'ai pas cette fermeture d'esprit qui me ferait dire ah lui c'est le meilleur. Toi des fois sur les vidéos YouTube à un moment quand j'en faisais vraiment beaucoup, peut-être 2014-2015, t'as des mecs sous les vidéos qui mettaient en commentaire ah t'es le meilleur. Et je me disais merde. Et un coup j'ai fait un salon comme ça, salon Body Fitness à Paris, où je peux même pas rentrer dans le salon, les gens se mettent tous autour de moi pour des photos, des autographes, etc. Ah t'es le meilleur. Et là je me dis voilà c'est pas ça que toi j'ai fait un podcast qui s'appelait Je suis fanophobe. Je suis fanophobe parce que j'ai un élève qui est psychologue. Écouté, Voilà, qui est psychologue. Voilà. Moi, je suis fan de personne et j'encourage les gens à être fans de personne, en fait. Vraiment. Voilà, chacun ses qualités, ses défauts. Faites votre différence. Si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas vous, en fait? Tu sais, même quand je lis, j'exagère pas, en plus, hein. Quand je lis, Arnold Schwarzenegger, j'abuse un peu, mais, ou Steve Jobs, je me dis, ouais, c'est bien. Voilà, je me dis, c'est bien. Ok, c'est tout. Et je me dis pas, c'est inaccessible, c'est pas possible. Je dis bon, ok, ça m'inspire. Je me dis, ah, ils ont fait des trucs, moi aussi je peux faire des trucs. Ouais. Donc voilà le message que j'essaye de transmettre un peu avec Leadercast. Ok. Tu te vois où dans 10 ans? Ah, il rigole parce que je lui ai fait la blague. Mais je sais pas. Tu vois, en fait, comme j'ai jamais rien prémédité, j'ai jamais su que j'allais faire tout ça. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Je sais demain. Je sais ce soir. Je sais demain. Que je vais m'occuper de mes élèves demain matin, qu'ensuite je vais réécrire mon article, combien de séances faut-il faire par semaine en musculation, voilà, qu'ensuite je vais faire 1 heure de vélo à peu près pour mon cardio, et puis après on va enregistrer le podcast ensemble, donc tu vois j'ai déjà la journée de demain. Après je peux te dire ce qui va se passer lundi aussi, mais j'ai pas cette vision si lointaine, tu vois. Okay. J'avais fait pareil des podcasts là-dessus, je réfléchis plus à court terme plutôt qu'à long terme dans le sens où j'ai l'impression que quand je mets un objectif très lointain, si je découpe pas en plein de petits objectifs, en fait, il est trop lointain et j'arrive pas à m'y mettre. Ah, mais ça, c'est certain. Voilà, donc en fait, je pense pas, je me dis, on verra où ça mène. Je fais les trucs, encore une fois, avec le cœur, et je vois, toi, comme là, je disais, je pensais pas un jour, déjà, écrire un livre avec Leadercast, tu vois, je pensais pas faire ça, et puis d'un coup, l'idée me vient, je dis, allez, tiens, j'écris, puis tiens, il est là, puis après, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça se trouve, demain, je dis des conneries, mais je sortirai une énorme formation où je ferai des stages d'1 semaine en musculation à la Villa Superphysique parce qu'on peut le faire. Je sais pas. En fait, des fois en rigolant, je dis je vais acheter le terrain d'en face et faire la 2e Villa Superphysique. Non mais je sais pas. En fait, je sais pas et j'en parlais récemment avec un ami, mais je pense que déjà quand tu fais ce que tu aimes, en fait, t'as pas besoin de te projeter si loin dans 10 ans. Beaucoup de personnes courent après. Tu vois, on se marrait aussi hors antenne sur quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que c'est assez, etc. Je sais pas s'il y a assez ou tant que ça te parle, en fait, tu fais et puis tu vois où ça mène. C'est tout. Tu vois où ça mène. C'est quand on se marrait aussi avec le Leadercast, mais quand j'écris un article, en fait, je l'écris, je le pose. Et puis ça plaît ou ça plaît pas. Si ça aide une personne, en fait, me dit c'est bien. Et puis moi, ça m'a aidé en fait de l'écrire. Donc je me dis cool. Et puis il y a d'autres personnes, c'est génial en fait. Génial, mais j'ai pas cette course. En fait, comme j'ai pas l'appât du gain, j'ai pas cette course à vouloir être plus gros. Tout va bien pour moi en fait, et je sais que tout ira bien tant que je serai libre de faire ce que j'ai envie de faire chaque jour en fait, et c'est ce que je fais déjà. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. Donc dans 10 ans, je sais pas, la même vie qu'aujourd'hui serait bien en fait. Ok, ça marche. T'as des regrets? Non, j'ai pas assez des regrets. Il y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait.
comme des feats, des collaborations sur YouTube, des trucs comme ça. Tu vois, et des trucs que j'aurais peut-être pas fait, je regrette un peu, mais j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui non plus. Et ça fait partie du cheminement qui fait que aujourd'hui, je peux dire les choses comme je le pense. Mais non, après, les choses se font comme elles se font. Donc tu peux pas revenir en arrière. Ça fait partie de ta construction. Souvent, je sais plus dans quel podcast il y avait ça, mais quelqu'un posait la question si tu pouvais remonter de 10 ans, quel conseil tu te donnerais, etc. Le mec dit souvent les mecs répondent je me donnerais aucun conseil, je laisserais le faire le truc parce que sinon je serais pas là où j'en suis aujourd'hui en fait. Ouais. Et moi c'est un peu pareil, sans tout ça, je sais pas où j'en serais. Okay. Ça se trouve demain je vais péter un plomb entre guillemets et puis je pars à l'autre bout du monde au soleil, mais ça m'étonnerait parce que j'aime j'aime recevoir des gens, j'aime partager les trucs. Et pour l'instant tout va bien quoi. Regarde, de toute façon c'est marqué. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'est marqué sur cette pancarte. Exactement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient te faire peur? Je sais pas. J'ai l'impression, au fil des années, d'avoir construit quand même une certaine sécurité autour de moi, dans le sens où si demain, vraiment, c'est la galère pour moi, c'est que c'est vraiment la galère dans le monde entier. Tu vois, c'est vraiment que le monde va très, très, très mal, parce qu'aujourd'hui, je fais partie, entre guillemets, des privilégiés. Tu vois, j'ai pu faire tout ce que je voulais, ça a fonctionné. Donc si moi demain ça va mal, sachant que on voit bien que je suis quelqu'un de très sécuritaire, je prends pas de vrais risques quand même, hein. Je prends des petits risques, mais comme je sais que à force de travail t'y arrives, finalement c'est pas un risque pour moi. Ouais, je pense pas qu'il puisse m'arriver grand chose en fait. Ok. Donc, pas de peur. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde? Ouais. Tout le monde à chaque fois sur le moment présent parle du livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Moi je l'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas du tout. Je trouve que ça rabâche et tout. Et donc j'en conseille un qui est un peu sur le même thème. Et il y a un film aussi, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. D'accord. Donc il y a un téléfilm qui a été fait avec Nick Nolte qui est super. Donc The Peaceful Warrior et le bouquin donc Guerrier Pacifique. Après il y a eu plusieurs livres etc. Mais le premier est vraiment super. Le film, je l'ai montré à beaucoup de personnes. Okay. Et il y a vraiment tout dedans. Il est vraiment génial. Et c'est une histoire vraie en plus. Une histoire vraie. Elle est un peu romancée, mais il y a un bon fond de vérité. Et je trouve que c'est génial. Le Guerrier Pacifique, Dan Millman. Ok. Avant dernière question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je m'en souviens, du moins en muscu ou tout va bien Bart. Tout va bien, t'inquiète. Je me souviens, c'était un conseil de Michael Gundil. À l'époque, on achetait des DVD de musculation ensemble, donc un auteur qui est aujourd'hui pour moi pratiquement le plus grand auteur de musculation de tous les temps. Hein. C'est lui qui a le plus écrit après Jean Texier, donc il faudrait faire les comparaisons, mais voilà, qui écrit vraiment beaucoup, qui sort beaucoup de livres. Moins d'articles, les articles ça m'est réservé a priori. Mais il m'a dit un coup on lisait des études scientifiques et tout ensemble et je lui disais mais là regarde et tout nanana, tu sais c'est des termes un peu compliqués. Il me dit écoute quand c'est compliqué, vraiment trop compliqué, c'est que c'est pas important en fait. Il me dit faut regarder, prendre du recul avec le truc et voilà. Il me dit quand c'est trop compliqué, quand les mecs essayent de t'embrouiller etc. C'est pas bon signe. Il dit normalement les choses sont assez simples, tout est assez bien fait et ça m'avait bien aidé quoi. Il m'avait conseillé pas mal de bouquins etc. Et c'est vrai que c'était un bon conseil, quoi. Quand c'est trop compliqué, c'est pas normal, en fait. Comme Léonard de Vinci disait, je crois que c'est la simplicité ou la simplification et la sophistication extrême. Ouais. Voilà. Donc si quelqu'un ne peut pas t'expliquer simplement ce qu'il essaie de te transmettre, c'est qu'il a rien compris, en fait. Il a absolument rien compris. Donc pour ça, des fois, je vois des débats en muscu, les mecs sortent, oui, cette voie de signalisation, mTOR, nanana. Le mec met plein de trucs et je dis, ok. Et donc moi, comme j'ai lu plein de bouquins, etc., je vois de quoi il parle exactement. Mais en fait, après, tu peux poser une question. C'était, voilà, je me souviens, c'était, donc, pareil, Gundil disait une bonne phrase. Il disait, quand t'as un spécialiste en muscu, en quoi tu lui poses une seule question. Je lui dis, que penses-tu de l'autophosphorylation des récepteurs aux androgènes? Et là, il y a plus personne. Il dit, là, tu comprends le niveau du type. Voilà, t'as compris. Quand c'est trop compliqué, voilà. Ça sert à rien de trop. Okay. Ça doit être simple. Ça marche. Du coup, la dernière question que tu connais bien, quelles sont les prochaines personnes que tu aimerais bien écouter sur ce podcast?
Bah, tu m'as déjà teasé un petit peu sur ce que tu allais inviter, donc je vais faire à ma sauce. Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais bien voir... j'aime bien Ladji Doucouré, on en parlait, parce que je trouve qu'il est très souriant, très sympathique. Donc Ladji Doucouré, je trouve que ce serait vraiment super. Qui j'aimerais voir d'autres? J'aimerais bien voir aussi des présentateurs un peu télé. C'est con, Thierry Roland, malheureusement, est décédé, mais j'aimerais bien voir quelqu'un comme Patrick Montel. Ouais. Tu vois, je pense qu'il a des anecdotes, vraiment, il est vivant. J'ai des cassettes des championnats du monde, des Jeux Olympiques, d'athlétisme, etc. de quand j'étais gamin. Et dedans, t'as l'impression que c'est lui qui fait la course. C'est lui qui fait la course. T'as l'impression qu'il est encore plus en sueur, il va faire une crise cardiaque dans le studio. Tu vois, Patrick Montel, ça j'aimerais bien entendre. Après, allez, on va faire un petit dernier. Je sais que tu recherches des femmes. Ça va devenir, tu sais que maintenant que je l'ai dit, tout le monde me dit bon, j'avais un homme à te recommander, mais je te recommanderais une femme. Du coup, Non, mais ça pourrait être intéressant. Une joueuse de foot féminine, tu vois, je les connais pas, mais une joueuse de foot féminine, je trouve elles sont pas du tout mis en avant. On n'entend pratiquement pas parler. Même si je suis un peu déconnecté, je vois rien à chaque fois sur elles. Tu vois, ou même des combattantes MMA. Tu vois, ça, je peux t'en recommander. Je les connais pas de tête, mais t'as des combattantes françaises. Que tu pourrais interviewer, ce serait hyper intéressant de savoir leur parcours, etc. Je me souviens, il y avait une fille qui était dans le documentaire Combattant. Tu l'as vu ou pas? Non. C'est un documentaire qui était passé sur Canal+, et il y a une fille dedans qui était championne de judo, Morgane Ribou. Ça te parle ou pas? Non, du tout. Je crois que c'est ça son nom. Vous m'excuserez si c'est pas ça. Et elle était dedans, et c'était hyper intéressant de voir... Je sais pas si t'arrives à trouver, mais on cherchera après sinon. Ouais, on cherchera après. Mais des filles comme ça, pour voir leur parcours, pourquoi elles s'y mettent, en plus des sports assez masculins, tu vois, ce serait hyper intéressant de se dire comment ça se fait que tu fais ça, Morgane, en fait. Comment t'en es arrivé là? Pourquoi les sports de combat? Pourquoi t'as pas fait de la danse, hein? Les préjugés. Pourquoi t'as pas fait de la danse? Pourquoi ça que tu fais du MMA? T'aimes taper? C'est marrant. Non mais ça, ce serait hyper intéressant. Ok, bon bah génial. Bon bah on aura battu le record de l'épisode le plus long sur Extraterrien. On est à 1h35 d'enregistrement. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce temps. C'était hyper intéressant. J'espère que ça plaira aux auditeurs. Le mot de la fin, je te le laisse, tiens. Le mot de la fin, je dirais, le conseil de fin, c'est chaque jour est l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît. Je trouve que aujourd'hui, dans une course effrénée, où chacun fait ou vit une vie qui ne lui plaît pas, beaucoup vivent une vie qui ne leur plaît pas, se forcent à faire un travail qui ne leur plaît pas, à faire des choses qui ne leur plaisent pas, et ne font rien qui leur plaît dans la journée, par crainte de demain, par crainte de manquer. Et je crois que la vie ne vaut la peine d'être vécue, encore une fois, que pour réaliser ses rêves, que pour faire ce qu'on aime. Oui, il y a des choses à faire qu'on n'aime pas pour subvenir à ses besoins, etc. Si ce qu'on fait ne rapporte encore une fois pas d'argent, pour l'instant, mais normalement, mon parcours semble démontrer l'inverse, donc ça doit rapporter de l'argent, mais voilà. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Et comme je disais tout à l'heure, ainsi, ensemble, on fera mieux que seul. Et si vous ne faites pas ce que vous aimez, on voit bien ce qui se passe. Tout le monde est mécontent. Il y a des grèves. On chipote sur des trucs sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Ou c'est quelques personnes qui dirigent, entre guillemets, le monde, la France, etc. Et nous, on peut rien faire là-dessus. On peut juste améliorer notre petit monde et les gens qui nous entourent, notre environnement. Donc faites ce que vous aimez. Et je pense que la vie sera belle. Ok, c'est super beau mot de la fin. Merci beaucoup, Rudy. À bientôt, Bart. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!